Une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'ORECA à réussir leur transition digitale tout en réduisant leur fracture numérique. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat digitale comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en 4 axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en digital marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique DigiScore et aux aides financières liées au chèque entreprise. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be/commerce. Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire du programme Digital Commerce, la petite vidéo l'a mieux expliqué que moi. Vous en avez peut-être l'habitude maintenant, c'est devenu un rendez-vous sacré du soir, on est là avec ces webinaires pour vous, indépendants, et parfois aussi, profession libérale, tout le monde est les bienvenus dans ces webinaires, et aujourd'hui on va parler, voilà, vous l'avez vu, au-dessus de moi, des obligations légales et du RGPD, ce fameux RGPD que parfois il nous ennuie, on va dire les choses comme elles sont, mais il est là pour notre bien et c'est ce qu'on va essayer de vous faire comprendre aujourd'hui également. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de la plateforme parce que vous êtes peut-être nouveau à ces webinaires, donc bienvenue à vous si c'est le cas. Plateforme dans laquelle vous avez un chat, qui se trouve sur le côté. Si vous cliquez sur les deux petits boutons, les deux petites bulles de bande dessinée indiquées chat, comme l'a fait Jean-Louis, Benjamin, Isabelle, Jean-Claude, Christophe et Jimmy nous ont dit bonsoir, bonsoir à Anne également, bonsoir à Sandra et à Fred aussi qui sont toujours là fidèles dans le chat pour nous épauler et qui sont là pour vous renseigner en cas de besoin. Donc vraiment, si vous avez des petites infos à demander comme ça, par exemple sur le programme, sur les replays, des liens, tout se trouvera dans le chat. Sandra est vraiment là pour vous épauler. Et puis faites-le vivre, ce chat, il est toujours là pour ça. Et c'est toujours mieux pour nous aussi de se sentir un peu moins seul et de savoir qu'on a un public derrière nous. Ça, c'est pour le chat. Mais si vous avez des questions spécifiques au RGPD, vu que c'est le sujet du jour, mettez-les dans la partie Q et R. Donc, c'est la petite bulle avec un point d'interrogation dedans. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de nous y retrouver. On ne manquera pas de prendre des questions à la volée quand vous les poserez. Essayez de les poser au moment le plus opportun. On n'attendra pas la fin pour répondre à vos questions. Donc voilà, c'est un peu la petite règle de ce soir. C'est les questions dans l'onglet Q et R et la papote et les questions, on va dire, plus d'ordre pratico-pratique. Vous pouvez les mettre dans le chat. Et alors, on a également un petit onglet sondage. Je vais en lancer un. Donc là, normalement, il vient d'apparaître à votre écran. Si ce n'est pas le cas, vous allez sur sondage et quiz, le petit histogramme en bas de votre écran. Et on vous pose tout simplement la question, vous, en tant qu'indépendant, est-ce que vous avez déjà pris des mesures spécifiques pour être en conformité avec le RGPD? Dites-nous un petit peu, vous avez le choix entre oui, totalement, vous êtes conforme, mais vous serez un peu là ici pour une session de rappel. Vous l'avez déjà un petit peu fait, mais vous n'êtes pas sûr d'être en règle, ou alors vous n'avez rien mis en place du tout, ou vous ne savez même pas ce qu'est le RGPD, il n'y a pas de honte à ça, j'en connais plein qui devraient être au fait de ce que c'est et qui ne le sont pas. Donc, il n'y a pas de honte et les résultats sont anonymes également, je tiens à le préciser tout de même. Donc, pendant que vous votez, je souhaite déjà la bienvenue à Karl et à Muriel également qui nous ont rejoints, ainsi qu'à Jean-François. Et j'invite notre experte du jour, parce que ce n'est pas moi qui vais vous parler de RGPD, mais il s'agit
d'Ornella Simba que j'invite à activer sa caméra et son micro pour nous rejoindre. La voilà qui apparaît à l'écran. Bonsoir Ornella, comment vas-tu? Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde, je vais très bien, merci. J'espère que tout le Alors, monde va bien aussi. on l'espère, dites-le nous hein, si vous allez bien dans le chat pour répondre à cette requête d'Ornella. Plus sérieusement, ben, si on a un public de fidèles, tutto bene, nous dit Isabelle. Donc tu vois, ça va bien, même si c'est Oui, lundi soir, qu'on vient de reprendre un peu la semaine, ça va bien quand même. Euh, Si ce sont des fidèles, ils ont déjà eu l'occasion de te voir lors d'un oui, webinaire, je pense, l'année passée où on avait parlé de cybersécurité, parce que bah, ici, c'est un webinaire aussi qui s'inscrit dans un programme un peu plus cybersécurité, c'est un programme dans le oui. programme, et le RGPD, toutes ces obligations un peu légales rentrent, on va dire, dans la cybersécurité. Donc, est-ce que tu peux présenter finalement ce volet qui fait partie de ta vie professionnelle? Oui, donc rapidement, moi je suis Ornella Simba, consultante en cyberdéfense et donc je suis spécialisée dans la protection des données dans le secteur bancaire. Mais ici, le RGPD, c'est une de mes spécialités et ça touche notamment la plupart des personnes qui fournissent des services et qui traitent de la donnée européenne ou sur le sol européen, mais je vais y revenir. Et donc ce soir, je suis là un peu pour vous redonner un point de vue RGPD pratique, pratico-pratique, mais vraiment orienté PME indépendant et mise en application rapide pour le contexte ici des entreprises et de la taille de votre entreprise. Donc voilà. Ben écoute, Ornella, je t'invite à partager Oui, ton écran, hein, parce que ce sera toi qui aura les slides sous la main. Je vais partager les résultats de notre premier petit sondage. Ben, pour la majorité d'entre eux, 54%, ben, ils ont quand même un peu fait quelque chose, mais pas sûr d'être en règle, hein. 27% nous disent non, je n'ai rien mis en place. 11% nous disent oui totalement. Et on a 8% qui nous disent bah, moi je ne sais même pas ce que c'est le RGPD. Et c'est vrai que ben, être en règle à 100%, c'est compliqué. Quand on est indépendant, on a déjà voilà, toute une tonne de travail à gérer dans son activité. Si on doit en plus s'arrêter sur ces aspects légaux qui nous ennuient, on est là, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, le but, c'est de faire le point, de ne pas vous gaver on va dire, de règles, de lois, de vous donner vraiment des petits conseils pratiques, finalement, des petits tips, c'est dur à dire, un petit tips, oui. et que vous puissiez les adapter à votre activité. On est là pour ça aussi ce soir. Exactement. Et donc, l'idée ici, c'est d'assurer la conformité, puisque c'est l'objectif un peu du RGPD, c'est s'assurer que tout le monde, toute société, structure qui traite de la donnée est conforme à cette réglementation. Mais donc, on a quand même 8% des personnes qui participent qui ne savent pas ce que c'est le RGPD. Donc, je vais aller sur un petit rappel rapide de ce que est le RGPD, parce qu'en dehors du fait qu'il concerne notamment les institutions, les sociétés et structures qui traitent de la donnée, il vous concerne aussi en tant que personne physique, donc en tant que particulier, puisque c'est d'abord un droit qui concerne les personnes et qui protège le droit des personnes. C'est considéré comme une des lois fondamentales qu'on va attribuer à une personne en termes au même niveau que, par exemple, la liberté d'expression, etc. Donc, le RGPD, il faut vraiment le comprendre comme une loi qui protège d'abord les personnes et le traitement de leurs données, de leur vie privée. C'est ça, d'un D'accord? côté, on se dit que c'est un peu fait pour nous ennuyer, mais à la base, enfin, ça, c'est le côté quand on est indépendant et qu'on doit mettre, voilà, je vois par exemple une politique de confidentialité, comme nous dit Muriel, qu'elle a réalisée avec une personne de loi, quand on doit faire un peu Oui. ce travail. Mais de l'autre côté, en tant qu'utilisateur, que citoyen, ben, c'est vrai qu'on est un peu content finalement que tous les grands méchants sites américains ne viennent pas nous espionner si on Exactement. ne consent pas. Et donc, on va organiser un peu cette soirée en trois grandes parties. Puis la quatrième, ce sera plutôt dédié aux questions-réponses et vrai ou faux que Adrienne nous a bien préparé. L'idée ici, c'est de vous faire d'abord une introduction, un rappel très rapide, remettre les fondamentaux en avant pour ensuite aller sur la partie directement pratique, comme on l'a dit.
L'objectif, c'est pas d'alourdir avec des effets, enfin, des éléments de loi, mais vraiment vous apporter tous les outils pratiques pour directement passer en mise en conformité. Et alors, la troisième partie, c'est vraiment vous donner, par exemple, revoir les solutions simples, les modèles et documents indispensables, les outils de sécurité, parce que, voilà, en tant qu'indépendant, c'est pas toujours le plus simple, pardon, d'avoir la prise en main. Vous n'êtes pas des experts en sécurité et des fois, la sécurité peut aussi coûter cher. Donc, l'idée, c'est de vous donner tous les éléments faciles et efficaces disponibles aujourd'hui pour que vous puissiez accéder à une mise en conformité assez rapide en 5 étapes. Donc, voilà. Exactement. Et alors, ben, tu l'as spoilé un petit peu, hein, mais c'est pas Oui. bien grave. On va vous poser une question pour, ben, on va remettre les choses dans le contexte et expliquer ce que c'est le RGPD pour ceux qui ne le savent pas. Mais à votre avis, depuis quand est-ce que c'est rentré en vigueur ce fameux RGPD? Est-ce que c'est 2016, 17, 18 ou 20? Donc, dans tous les cas, ben, au minima des réponses que vous propose, ça fait 5 ans. Donc, on va voir un petit peu euh, où est-ce que vous vous situez par rapport à cela. Je vois que pour l'instant, on a une majorité de bonnes réponses. On est là, on a des Oui. bons élèves. Je vais les laisser encore répondre un petit peu. Alors, il peut y avoir aussi un piège parce que ben, il y a eu une date d'annonce du RGPD. Et puis après, il y a eu sa mise vraiment en vigueur. Les gens ont eu, je pense, 2 ans pour se conformer. Et puis après, voilà, là maintenant, les sanctions peuvent s'appliquer. Et donc, je vais ben, mettre fin au sondage parce que on a une majorité de bonnes réponses et je vais les partager. Donc c'était bien le 25 mai 2018, vous aviez pratiquement la moitié d'entre vous avaient la bonne réponse, donc c'est très bien. Top. Mais alors, je fais le petit rappel. Donc, ici, l'idée de ce qui a motivé la mise en place du RGPD, sans aller dans les faits divers et dans les aspects politiques, bah, c'est justement le fait que l'utilisation, la digitalisation des activités humaines en général et des services s'est vraiment accélérée à partir des années 2000, 2010 et jusqu'à 2015. On s'est rendu compte qu'en fait, les GAFA, comme on les appelle, donc Google, Amazon, Facebook et Apple ont commencé à prendre du terrain sur notre quotidien. L'exploitation de ces données n'était régie par aucune loi, sauf quelques-unes autour de la vie privée, mais elle n'abordait pas l'aspect du traitement technologique de la donnée, de l'exploitation, et le nouvel élément que le RGPD venait couvrir par rapport à l'ancienne loi, c'est notamment les analyses, le profilage, etc., qui est fait aujourd'hui grâce notamment aux cookies, on va le voir, donc la compréhension du comportement des utilisateurs, qui est aujourd'hui le nerf de la guerre, hein, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et donc, cette réglementation, elle est venue vraiment pour protéger les particuliers, les individus, contre les abus. Donc, la revente de données, puisqu'il faut savoir, il y a un marché de la donnée. Elle se vend, elle se transfère, elle se négocie. Les publicités intrusives, mais aussi le piratage, puisque, comme je le disais, la technologie est un peu partout. Il y a énormément de choses qui sont aujourd'hui de notre quotidien digitalisées. Et donc, ça implique forcément aussi que ces données deviennent de plus en plus précieuses. Elles circulent de plus en plus en masse et donc, il faut les sécuriser. Et donc, cette réglementation qui ne couvrait pas notamment la protection des citoyens européens et notamment les problématiques de surveillance, elle est venue encadrer la façon dont les entreprises allaient innover. Donc, elle vient vraiment apporter un aspect éthique et responsable au traitement de la donnée et au respect de la vie privée. Il faut savoir que cette réglementation, comme je le disais, c'est une réglementation qui d'abord est liée à une personne, donc une personne physique. Hein. Ce n'est pas une réglementation qu'une entreprise peut faire valoir. Donc, vous ne pourrez pas faire valoir la vie privée de votre entreprise ou la confidentialité de vos données d'entreprise. On est vraiment sur une loi qui protège la vie d'un être entre guillemets humain, un particulier et pas une personne morale. Donc, il faut vraiment bien faire la distinction. Et même si elle concerne les entreprises, il faudra ne pas confondre l'aspect confidentiel des informations que vous avez, notamment le nombre de clients, votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas une donnée personnelle. Et les informations d'identification, nom, prénom, etc., qui sont, elles, concernées par le RGPD. Donc, ça, c'est une petite nuance qui est importante à faire quand on veut savoir si on est sous l'égide
du RGPD, si on est concerné, si le RGPD s'applique. Et quand il s'applique, il faut savoir qu'il y a des sanctions en cas de non-conformité. Ces sanctions viennent la plupart du temps suite à une plainte, mais aussi quand on remarque des excès. Vous l'avez vu, Zuckerberg, donc le créateur de Facebook, a dû venir devant le Parlement européen se justifier sur notamment l'exploitation excessive des données, notamment dans le cadre d'élections américaines il y a quelques années. Et donc, on va avoir vraiment une surveillance sur l'éthique, sur la façon dont les données sont aujourd'hui exploitées, et qu'elles ne constituent pas un abus, et aucun impact, on va dire, discriminatoire ou disproportionnel sur la vie et sur le quotidien des particuliers. Et donc, ici, l'amende peut être très sévère. Ne vous inquiétez pas, en tant qu'entreprise à taille moyenne ou petite, vous n'êtes pas concerné par les 4% du chiffre d'affaires annuel ou même les 20 millions d'amendes. On peut aller sur des chiffres moindres que ça. Et alors là, bien sûr, c'est au cas par cas, et c'est l'autorité de contrôle qui applique ces amendes ou pas. Ouais, ici, ce sont vraiment des cas, enfin, on va dire, qui ont fait C'est le jurisprudence, mais maximum. Oui. vraiment de très, 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 très grands organismes tels que Google, Facebook, etc., qui, eux, n'étaient pas conformes. Mais donc, comme tu l'as dit, il y a des gens qui vérifient et qui s'amusent parfois à aller voir si vous êtes conforme et qui vont, si vous ne l'êtes pas, porter plainte aux autorités compétentes. Donc, ben, c'est quand même intéressant de se mettre en conformité. Exactement. Donc, un particulier a tout à fait le droit d'aller se plaindre et faire valoir ses droits face au RGPD s'il se rend compte qu'il y a, par exemple, une utilisation abusive des cookies, un cadre contractuel où il y a une exploitation de données, mais qui ne respecte pas notamment les règles qu'on va voir ici un peu plus tard sur la transparence de ce que vous faites avec les données, s'il y a négligence d'un point de vue sécurité, etc. On va y venir. Mais donc d'abord, pour savoir comment on sait si on est concerné par le RGPD, dans quel contexte de votre activité vous serez soumis à la réglementation RGPD et dans quel contexte vous ne serez pas soumis à la réglementation. Alors, il y a clairement deux éléments qui sont importants par rapport au RGPD, c'est la situation de l'établissement. Donc, quand on dit établissement, c'est aussi la personne physique qui a une activité d'indépendant, c'est concerné puisque c'est une activité professionnelle. Et donc, si vous êtes en train d'exercer vos activités au sein de l'UE, vous êtes d'office concerné par le RGPD. Si vous offrez des biens et des services ou vous faites du profilage de personnes, donc en fait, le RGPD concerne à la fois le territoire, c'est une loi territoriale, mais c'est aussi une loi, ce qu'on va appeler d'un point de vue juridique, intuiti persona, donc liée à la personne même. Et si la personne, donc votre client final, elle se situe ou consomme vos services au sein du territoire UE, résident ou ressortissant, alors vous êtes concerné par le RGPD. Donc, vraiment, il faut comprendre que le RGPD s'applique à la fois d'un point de vue territorial et à la fois d'un point de vue de la personne. C'est-à-dire que vous pouvez être aujourd'hui hors de l'UE, donc vous pouvez être à Londres, vendre des services à des personnes vivant en Belgique. Ce n'est pas parce que votre établissement est hors de l'UE que vous n'êtes pas concerné par le RGPD. Donc, vous pouvez être une entreprise américaine qui a des clients européens, vous devez respecter le RGPD. Et donc, Voilà. je pense, pour remettre à notre panel ici qui nous suit, je pense que vous êtes tous, ou en tout cas la plupart, Oui, basés en Belgique. normalement. Donc, fatalement, il s'applique pour vous. Là, c'est directement, il n'y a pas de questions à se poser. Donc voilà, ça, c'est les premières questions qu'il faut se poser. Ensuite, il y a 6 grands principes fondamentaux qu'il faut absolument avoir en tête pour pouvoir se dire en respect, en tout cas d'un point de vue juridique, dans le respect du RGPD. D'abord, il faut que la base sur laquelle vous exploitez vos données soit licite. Ça veut dire que, tout simplement, elle respecte la loi, elle n'est pas contre la loi. Loyal et transparent veut dire en fait que vous avez dit clairement aux particuliers avec qui vous êtes en train de traiter, donc vendre un bien ou un service, que je vais récolter vos données, par exemple, ici, dans le cadre
on va dire, de l'achat d'un produit sur mon site e-commerce, j'ai besoin de vos données, c'est-à-dire d'identification, j'ai besoin de votre adresse pour pouvoir vous livrer le produit que vous avez commandé sur mon site web. J'ai besoin de vos informations, notamment pour vous créer une fiche client. J'ai besoin de vos informations parce que je dois venir faire un service. Si on est, par exemple, un particulier qui travaille dans le bâtiment, j'ai besoin de vos informations pour vous faire un devis, etc., etc. Tout ça sont, on va dire, des cadres licites qui sont transparents et loyaux dans le sens où il n'y a pas d'autre intention que de pouvoir fournir le service. D'accord? Donc, par exemple, contrat, un échange d'emails, une mention bien sûr sur votre site web que l'objectif de la récolte des données est bien de traiter la commande, traiter la relation clientèle. Cette exploitation loyale et transparente, elle doit aussi du coup être limitée à l'objet du contrat, à l'objectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder ces informations pour en faire autre chose. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez envoyé un devis, garder les adresses, par exemple, mail ou garder l'adresse postale pour faire autre chose et, par exemple, envoyer de la publicité si ça n'a pas été conclu dans le cadre notamment du contrat ou de la commande. Souvent, c'est pour ça qu'on verra que sur les sites web, on nous demande maintenant de bien cocher la case « J'accepte de recevoir des offres et des publicités de manière régulière sur ma boîte mail, etc. » Et donc, ces mentions-là, par exemple, aujourd'hui, sont obligatoires. Et si ce client n'accepte pas, alors vous n'êtes pas en train de, vous ne respectez pas l'objectif, le principe fondamental de limitation des finalités. Et donc, la finalité, c'est bien l'objectif pour lequel vous avez récolté les informations et pour lesquels, normalement, vous devez être limité. L'usage doit être précis et bien défini. Il ne peut pas excéder, sauf demande expressive de faire de la publicité de manière ultérieure, à la commande, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui va conditionner, par exemple, la façon dont vous allez mettre en place votre site web, la façon dont vous allez gérer après l'envoi de prospectus, de publicité, la relation client, même les appels téléphoniques, etc. D'accord? Donc, votre publicité va être, ou prospection va être soumise, par exemple, au RGPD et au principe de limitation. La minimisation aussi, ça veut dire quoi? C'est une petite nuance, mais elle est un peu plus subtile. C'est-à-dire que j'ai besoin des informations strictement essentielles à ce que je dois faire. Vous ne pouvez pas, dans le cadre d'un contrat de prestation, demander, par exemple, le nombre d'enfants. Ce n'est pas utile, sauf si c'est destiné, par exemple, à une réduction de prix, ou ça peut changer la façon dont vous allez prester votre service. Normalement, si on fait une commande sur un site internet, on n'a pas forcément besoin de l'information sur le nombre, la composition familiale, sur le fait d'être marié ou pas, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est le genre d'information qu'il faut collecter seulement de façon vraiment utile et pas trop longue. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous assurer que vous n'êtes pas juste dans une limitation par rapport à la finalité, mais vous êtes aussi une limitation par rapport au type de données que vous demandez, au type d'information que vous demandez. Vous demandez ce qui est strictement nécessaire. D'accord? Il y en a d'autres, j'imagine, hein, tu as mis les 6 Oui, principes, il on y en en a est 6. à la moitié. Ben voilà, hein, par exemple, tu le disais, Muriel disait pour la minimisation des données, ben, par exemple, le choix des enfants, ben, si on a un agencement des chambres, hein, si on fait des travaux, ben, à ce moment-là, Voilà, ça exactement, ça revient. fait sens. Et je me permets d'ailleurs de faire un petit parallèle finalement avec un webinaire qu'on avait fait en cybersécurité avec Alexandre Pluvinage, pour ne pas le citer, qui disait c'est un peu comme dans une application sur votre téléphone que vous lui donnez des accès. Pourquoi est-ce que vous donneriez accès
à WhatsApp à vos photos, ah ben tiens, j'ai envie d'envoyer de mes photos. Si vous vous donnez accès à votre caméra, ben je veux faire une visio. Mais accès à votre localisation, bah non, vous n'en avez pas Pourquoi? besoin. Donc voilà, Exactement. c'est un peu une idée de se dire, c'est de la logique, hein. Finalement, vous allez voir tout au long de ce webinaire que finalement, l'idée, c'est d'être logique et de minimiser toutes ces données. Exactement. Mais c'est vraiment, par exemple, en ouvrant la caméra, on vous demande, par exemple, est-ce que vous voulez qu'elle soit active de manière automatique à chaque fois sur cette application? Est-ce que vous le faites que cette fois-ci? Est-ce que vous ne l'autorisez pas? C'est le même principe de la minimisation. Parfois, certaines personnes ne se rendent pas compte, mais elles ont activé de façon automatique et régulière le fait de pouvoir être localisé, écouté. Et ça, c'est des choses on ne se rend pas compte parce qu'on le fait assez rapidement, mais ça part du principe de minimisation de données. C'est-à-dire que si vous avez accepté une fois de donner accès à votre micro et que vous le dites, laissez le micro actif tout le temps pour cette application, sachez que le micro restera actif tout le temps. Et donc, ça, c'est des petits exemples parce qu'on voit la minimisation que sur l'information qu'on peut donner, mais le fait de pouvoir laisser en veille une application qui tourne de manière constante rentre aussi dans votre, on va dire, dans votre réflexe de garder le maximum de choses privées, en fait. Minimiser l'accès au maximum à votre vie privée. Donc, le quatrième principe ici, c'est l'exactitude de données. C'est-à-dire qu'il faut vous assurer que les informations que vous avez, si vous les avez depuis 1 an, elles sont toujours à jour, 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, le fait de pouvoir traiter une donnée de manière exacte vous rend encore plus efficace sur la façon dont vous allez prouver que vous avez un réel suivi sur ces données. Vous allez le voir que ça aura un impact sur la qualité de votre registre. Mais ça, j'avance un peu sur les actions à mettre en place. Mais donc, l'exactitude de données est très importante, surtout pour prouver en fait votre bonne gestion en cas d'audit, mais aussi tout simplement éviter des erreurs de traitement de données, éviter aussi l'impact que ça peut avoir sur vos clients. C'est-à-dire que si vous avez confondu certaines informations où elles sont mal structurées et mal stockées, bah, vous allez associer une adresse avec un nom qui ne correspond pas, etc. Et donc l'impact, par exemple, sur les commandes sera que vous avez plusieurs erreurs, etc., etc. Donc vraiment, l'exactitude des données est très importante pour la qualité de votre service, mais aussi sur l'impact que ça aura pour votre client. Donc ça, c'est très important. La limitation de conservation, ça va aussi avec les deux précédents dont on parlait, donc minimisation et limitation. Mais la limitation, elle est aussi dans le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, soit vous la mettez à jour et il y a toujours un cadre légal pour lequel vous êtes en train de manipuler la donnée, soit vous décidez que, en fait, je n'ai plus aujourd'hui de raison de garder ces informations. Et moins vous avez d'informations, mieux vous les gérez et moins de risques vous avez aussi en cas de piratage ou de problème de sécurité de propager les informations privées de vos clients. Donc, la conservation raisonnable des informations, elle permet aussi tout simplement d'éviter l'impact un peu trop grand en cas d'incident de sécurité sur vos clients, sur votre portefeuille client, mais aussi sur vous-même. D'accord? Et donc, bien sûr, on va revenir à l'un des fondamentaux du RGPD, c'est l'intégrité et la confidentialité. C'est ce que aujourd'hui le RGPD demande de préserver le plus, c'est-à-dire en dehors on va dire ce 6e principe, c'est vraiment le socle même du reste. C'est-à-dire que l'intégrité va forcément aller avec le principe de loyauté et de transparence qu'on a vu au début. Et la confidentialité, c'est l'aspect le plus important en termes de sécurisation aujourd'hui. Les personnes qui vous donnent leurs informations, elles doivent être quand même rassurées sur le fait que vous avez mis des mesures en place pour que leur vie privée ne soit pas aujourd'hui étalée et qu'elles ne soient pas elles-mêmes victimes de piratage ou bien victimes du manque de sécurisation qui aura eu lieu parce que voilà, vous n'avez peut-être pas mis tous les éléments en place pour protéger votre base de données clients, les informations bancaires que vous avez reçues, notamment dans le cadre d'un échange commercial, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les 6 principes les plus importants. Et rappelez-vous vraiment que le principe numéro 1 est vraiment essentiel. Il faut vraiment être transparent, loyal et
avoir une base légale sur laquelle on traite la donnée. Donc, on ne peut pas juste prendre de la donnée comme ça sans avoir de justification. Et ensuite, l'intégrité, donc la façon dont vous allez assurer l'intégrité, la qualité des données et la confidentialité, ce sont des éléments essentiels puisque tout le reste sont plutôt, les 4 autres principes sont vraiment là pour soutenir ce principe d'intégrité et de confidentialité. Donc, limiter dans le temps la conservation, limiter la quantité et limiter les raisons pour lesquelles vous êtes en train de récolter la donnée. Bien sûr, vous assurez aussi que cette donnée, elle est exacte, donc bien intègre, elle est conforme à la réalité, entre guillemets. C'est une réalité, on va dire, conforme à la personne qui vous l'a donnée, donc vraiment réelle et propre au particulier, et que si ce n'est plus le cas, vous pouvez revérifier et la mettre à jour. Donc, voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, on vient de vous poser une question, un petit sondage vient de popper. On vous demande un peu lequel de ces principes, de ces 6 principes fondamentaux, vous trouvez celui qui est le plus difficile à respecter finalement. Donc dites-le nous dans l'onglet sondage. On a eu une question alors de Christophe dans le chat. Je rappelle à Christophe et à l'ensemble des participants, si vous avez des questions, mettez-les dans la partie Q&R avec le petit point d'interrogation. Mais la question de Christophe, c'était de savoir, peut-on envoyer une newsletter à une base de données de clients avec qui on a travaillé? Alors, Muriel donne déjà l'élément de réponse. C'est s'ils ont donné leur accord. On ne peut pas se dire, Exact. j'ai cette base de données d'adresse mail, j'en déduis que je peux leur envoyer des mails. Non, on ne peut Non. pas. Et d'ailleurs, Sandra, que je remercie, complète avec un webinaire que nous avions fait sur l'emailing, justement, et fatalement, cet aspect RGPD avait été abordé. Donc, rendez-vous dans le lien que Sandra vous a partagé. Et donc, je vous partage, moi, de mon côté, les résultats du petit sondage que vous venez de compléter. Pour la majorité d'entre eux, c'est quasiment 70%. Protéger les données contre les fuites et les piratages, ça s'avère être la chose la plus difficile. Et d'ailleurs, on a plein de petits webinaires cybersécurité, des replays qui vous attendent. Et également, on vous mettra le lien. Ensuite, 38% nous disent, bah oui, maintenir des informations à jour et corriger si besoin. C'est vrai que ça peut ne pas être évident dans le sens où, est-ce qu'on doit être proactif à aller demander aux gens si les données sont encore bonnes, etc. C'est une position qui est un petit peu plus délicate. Et le troisième point que vous trouvez le plus compliqué, ça se joue en fait à 19% tous les deux. C'est soit informer les informer clairement sur l'usage de leurs données et définir une durée de conservation raisonnable. Voilà pour ce qui vous paraît le plus Difficile. compliqué. Mais juste pour rebondir sur les réactions et sur le résultat du sondage, c'est vrai que le RGPD aujourd'hui, ce qu'il y a de plus difficile, puisqu'on le disait au début du webinaire, c'est la sécurisation des données. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le RGPD précise qu'il y a une obligation de moyens et non de résultats. Donc ici, quand on vous dit protéger, c'est selon les règles de l'art, au maximum de ce que vous pouvez faire selon la taille de votre entreprise et les moyens aussi de l'entreprise. Bien sûr, il faut absolument ne pas être négligent, c'est-à-dire aujourd'hui quand même respecter le minimum du cadre, et on va le voir, de ce qui est requis et de ce qu'on vous demande pour montrer une bonne gestion, entre guillemets, en tant que bon père de famille, de la vie privée de vos clients. Maintenant, on le sait, et même pour les plus grandes institutions, s'assurer qu'il y a risque zéro en termes de cyberattaque, c'est très difficile. Donc, c'est vrai que la majorité a raison. Ce qu'il y a peut-être de plus dur aujourd'hui d'un point de vue RGPD, c'est vraiment la sécurisation des données, puisqu'on n'est jamais sûr de qui ne trouvera pas la faille pour passer. Et aussi, il faut savoir que la majorité des failles de sécurité sont dues à des erreurs humaines et à un manque de familiarisation de la sécurité informatique des utilisateurs. Et donc, on va avoir quasi 57% en moyenne, ce sont les chiffres du CCB, de cyberattaques qui sont en fait liées à des erreurs humaines non volontaires. Donc, c'est vraiment l'un des éléments les plus difficiles. Après, l'information, elle est obligatoire et intransigeante. Ce sera vraiment l'un des éléments qui, pour ma part, je pense que l'autorité de contrôle va regarder
C'est vraiment s'assurer que vous informez un maximum. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs on en vient. C'est la première chose à faire dans l'un des principes fondamentaux du RGPD, c'est informer et obtenir le consentement. Vous vous rappelez, il y a les règles fondamentales, la base sur laquelle le RGPD se fonde. Et aujourd'hui, ces principes viennent supporter un peu ça. C'est le consentement vient avec le fait que vous ayez une base légale sur laquelle vous êtes en train d'utiliser les données des personnes. Donc, si vous n'avez pas de consentement, Adrien a répondu à la question de l'emailing et du droit de pouvoir envoyer des mails de prospection. C'est hors de question, en fait, si vous n'avez pas eu l'accord de votre liste. Donc, par exemple, ici, pour être sûr que vous mettez à jour votre liste, à chaque fois, n'hésitez pas sur votre site web à en faire un pop-up où vous redemandez le consentement. Je veux recevoir des cookies, j'accepte tel ou tel type de cookies, on va le voir, il y a des bonnes pratiques à ce niveau-là. Mais donc ça, c'est une preuve de consentement. Il y a des outils qui sont en place qui vont vous permettre de gérer un peu ça, avec potentiellement aussi des rappels qui sont faits annuellement pour que vous renvoyez à votre liste de clients, en fait, une petite demande qui dit, voilà, je remets à jour les conditions d'utilisation et la charte de confidentialité. Est-ce que vous acceptez toujours de faire partie de ma liste d'emailing? C'est vrai que c'est Question de CC, désolé de t'interrompre, Ornella, mais parce que justement, on est dans un cas particulier ici. oui. CC, donc je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudonyme, mais nous dit: Hello, est-ce qu'il est vrai que nous pouvons envoyer des emailing à des adresses email sans des adresses email professionnelles sans accord préalable? Donc le fameux B2B, ça c'est la petite question piège. Ornella, est-ce que c'est vrai que l'on peut faire du B2B sans avoir d'autorisation préalable? Je pense que oui, si je ne m'abuse. On peut faire du B2B. Alors, attention, il faut vraiment nuancer l'adresse professionnelle d'une adresse professionnelle. Il y aura un cas de jurisprudence, c'est-à-dire, vous travaillez dans une entreprise et vous avez une adresse professionnelle personnelle. Ce n'est pas la même chose qu'une adresse professionnelle, par exemple, qu'on va avoir d'un point de vue d'une boîte d'infos, par exemple, une boîte marketing, etc. Donc, il faudra à chaque fois avoir une petite nuance aussi, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer, par exemple, au département marketing qui a une boîte info ou une boîte contact, etc. Là, clairement, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, si vous envoyez au directeur financier directement avec son adresse mail professionnelle, certes, mais direct, il peut, lui, par exemple, décider que, voilà, vous êtes en train de le spammer. Donc ça, il faut faire attention, il faut juste prendre cette nuance-là, mais le B2B, oui, il ne demande pas forcément un consentement, puisque Ouais. vous êtes en train de prendre contact. Ouais, histoire de ne pas entraver hein, les pratiques, on va dire, et les échanges professionnels. Une fois par an, complète Muriel, sauf erreur de sa part, elle Oui, nous dit. exactement. Et donc, attention aussi que ça doit vraiment être une boîte dédiée à la prise de contact. Et ça doit être une boîte mail qui n'est pas une adresse professionnelle personnelle. Attention. On va considérer aussi que si vous envoyez directement au directeur d'un département à sa boîte mail directe, même si on va dire le nom de domaine derrière, c'est lié à l'entreprise, on est sur une boîte mail personnelle, même si elle est pro. Eh bien, tu as le remerciement de Christophe hein, qui se cache derrière CC, justement. Merci, c'est clair. Je vois Marie-Laure qui nous demande c'est quoi B2B? B2B, c'est seulement simplement business to business. Hein, c'est de Oui, l'anglais, on aime bien faire ça ouais, compliqué. Mais donc voilà, c'est de professionnel à professionnel, tout simplement. Donc dans une démarche exactement. vraiment Ouais. de professionnel à professionnel pour ben voilà, ceux qui ne connaissaient pas cette terminologie. Et donc, nous revoici au consentement après avoir fait Exactement. euh, ce petit aparté. Donc, voilà, vraiment être très clair sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et ben, ne pas hésiter à remettre à jour cette fameuse politique, on va dire, d'acceptation. Ça, exactement. Et le consentement, c'est vraiment un élément important que vous devez vraiment toujours vous rappeler dans votre pratique commerciale. Elle implique forcément deux choses. C'est une action directe sur l'espace où vous récoltez la donnée. Et quand je dis action directe, on va le voir plus tard, c'est notamment le fait que quand la personne arrive sur votre site web, à plusieurs niveaux, ces données vont être récoltées.
on va avoir de toute façon des outils. Alors, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte parce que maintenant, on utilise des plateformes quasi comme Wix, WordPress, etc., avec du clé en main. Et dedans, il y a déjà pas mal d'outils de récolte d'informations pour pouvoir avoir les statistiques sur la popularité de votre site Internet, le type de personnes qui le consultent, etc. Et là, il y a des éléments qu'il faudra assurément mettre en place en termes de consentement pour être sûr que vous donnez les mentions obligatoires et légales qui collectent, donc vous donnez des informations qui vous concernent, donc les informations publiques et essentielles, hein, le nom de l'entreprise, une adresse officielle et un point de contact. Pourquoi vous le faites? Et ça doit se retrouver absolument dans votre politique de confidentialité. C'est pour le service client, l'envoi d'informations, mais aussi la publicité. C'est tout à fait justifié de pouvoir dire, on aimerait vous envoyer d'autres offres. Maintenant, la personne doit pouvoir, elle, avoir le choix de décider d'être intéressée par ces nouvelles offres dans le futur ou de dire non, je n'en veux pas. Et donc, on va formaliser ça avec des outils de pop-up, mais aussi, et alors, ne considérez pas que parce que vous avez des outils de pop-up, là où il y a eu un premier consentement, que votre mention, les mentions obligatoires dans la politique de confidentialité ne sont pas obligées d'être là. On voit souvent des sites Internet où il y a les pop-up, etc., mais que la politique de confidentialité n'est pas établie, ou elle n'est pas à jour, ou elle manque d'informations comme qui collecte, qui est le responsable en cas de fuite de données, etc. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur des sites Internet où il manque d'informations pour exercer leurs droits au RGPD. Et ça, c'est un problème qu'il faut absolument prendre en compte et de revoir vos politiques de confidentialité pour vous assurer que vous avez créé un point de contact avec vos clients pour qu'ils puissent exercer leurs droits. L'utilisateur doit savoir exactement comment faire pour supprimer, modifier sa donnée. Et donc là, ça va aussi faciliter le travail que vous avez à faire sur la mise à jour et la qualité des données que vous récoltez. D'accord? Donc, c'est très important. Les deux vont ensemble. Il y a des pop-up de consentement, notamment pour tout ce qui est prise d'informations analytiques et statistiques, les prises de consentement pour tout ce qui est marketing. Et alors, il y a vraiment l'élément qui doit à côté coexister, c'est la politique de confidentialité. Et dedans, il doit avoir tous les éléments qui vont permettre aux utilisateurs de vous retrouver et faire valoir une problématique de type, voilà, j'ai fait un achat hier sur votre site Internet, j'ai pris contact avec vous, j'ai donné certaines informations dans un formulaire. Depuis lors, je pense que tel incident est arrivé, j'ai été piraté ou XY, qu'ils puissent au moins vous contacter pour que vous puissiez vérifier ensemble d'autres informations. Et puis, ça crée la confiance et pour vous assurer aussi que les informations ne sont pas des informations qui sont en fait biaisées. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Le principe finalement de ce RGPD, c'est aussi de savoir montrer patte blanche finalement. On a Exactement. beaucoup parlé de données. Je pense que si j'avais eu un cliquet et compté le nombre de fois qu'on a énoncé le Oui, mot, on aurait déjà passé la centaine. Mais on va voir qu'il y a justement différents types de données et qu'il y a des données qui sont ce qu'on appelle sensibles. On va définir ce que c'est. Et que ces fameuses données sensibles, justement, on parlait que les données, elles avaient de la valeur, elles coûtaient cher pour nos amis les pirates qui veulent se oui. les procurer. Et ce sont justement ces données sensibles-là qu'il faut absolument protéger, les autres aussi, évidemment, mais les sensibles d'autant plus. Exactement. Et pourquoi je reviens à ce moment-ci sur ces données-là? Parce qu'on va aller de plus en plus dans le concret. C'est-à-dire que maintenant, vous avez les éléments clés pour savoir, OK, comment je dois faire en sorte de justifier la récolte des données, mais donc quel type de données je prends. Et ça va vous aider aussi dans la limitation ou bien en tout cas dans la façon dont vous allez faire un focus ou faire mettre en place des éléments de protection sur certaines données plus que d'autres. Pas d'un point de vue de négligence sur certaines données, mais il y en a d'autres qui vont avoir vraiment une importance beaucoup plus sensible parce que la loi leur donne la loi, le RGPD leur donne une valeur beaucoup plus importante parce qu'elles peuvent amener à un niveau, un impact beaucoup plus
soit discriminatoires, mais aussi avoir des effets légaux beaucoup plus impactants pour le particulier. Donc, les données d'identification, c'est ce qu'on considère, par exemple, être des données qui vont permettre d'identifier d'un point de vue nominatif une personne, mais pas seulement. Ou quand je dis d'un point de vue nominatif, on va dire par exemple nom, prénom, poste-nom et autres, ou même des noms de profil, hein, comme on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y aura des données qu'on va appeler des données de contact. Là, ce sont plutôt les numéros de téléphone, les adresses, tout ce qui va permettre de rentrer en contact avec la personne. Les données financières, ce sont, comme vous le savez, les données bancaires qui vont permettre de passer un achat ou aussi d'identifier une carte appartenant à un particulier. Les données professionnelles sont les CV, parcours scolaires et autres. Les données de connexion, ça, ce sont des données, on ne se rend pas compte que ce sont des données personnelles, mais en fait, les données de connexion sont par exemple les adresses IP. Donc, on va dire que c'est l'adresse plus ou moins, parce que techniquement, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est l'adresse d'identification de connexion que vous avez quand vous activez votre Internet à partir de chez vous. Il y a une adresse IP. C'est le port, on va dire, c'est le point d'entrée vers Internet. Et vous en avez un soit fixe, soit des fois il est changeant, mais ça dépend de votre fournisseur. Les données d'enquête sont notamment des données policières et d'autres. Et alors maintenant, les données sensibles, c'est une grande catégorie qui emmène en fait des données qui sont, comme j'ai dit, à tendance potentiellement soit très sensibles parce qu'elles ont vraiment une valeur, on va dire, fortement. Oui, financière, mais pas seulement. Par exemple, je vais venir à la donnée génétique. La donnée génétique peuvent beaucoup plus, a une valeur beaucoup plus importante parce qu'elle vous identifie de manière quasi scientifique et unique. Une donnée d'identification, il peut y avoir plusieurs Ornella Simba, mais il n'y a jamais on va dire, il n'y a jamais la même empreinte. Je vais y arriver. De données biométriques, ouais, Exactement. Donc, digitale, votre empreinte est unique sur Terre. Votre ADN, vos données génétiques sont uniques sur Terre. Et donc, elles ont un niveau d'importance encore plus, on va dire, plus sensible, plus important qu'une donnée d'identification parce qu'on peut avoir plusieurs homonymes sur Terre, mais pas la même empreinte. Et donc ça rend ces données-là beaucoup plus fiables, mais aussi alors du coup beaucoup plus importantes. Et comme elles servent souvent à une double authentification, à un niveau de sécurité plus important, on va les sécuriser de manière encore plus importante. D'accord ? Les données, par exemple, d'opinion politique, elles peuvent avoir un impact, parce que l'histoire nous l'a montré, elles peuvent avoir un impact discriminatoire ou en cas notamment de guerre, on l'a vu, on peut essayer aujourd'hui d'aller vers des extrêmes ou d'autres. Et donc, si aujourd'hui on commence à lister toutes les opinions politiques par catégorie, par personne, par quartier, tout d'un coup, l'histoire peut se répéter et on peut se retrouver à avoir des personnes qui seront traitées d'une façon ou d'une autre discriminatoire pour leur croyance ou leur opinion politique. Et ça, on cherche à l'éviter. Donc, tout ce qui peut mener à une discrimination de la population, elles sont bien sûr considérées comme, aujourd'hui en Belgique, non traitables. Donc, vous ne pouvez pas demander l'origine raciale ou ethnique d'une personne, vous ne pouvez pas demander l'opinion politique d'une personne, même si ces informations, cette personne-là, le rend public sur ses réseaux sociaux, par exemple. C'est la même chose pour les convictions philosophiques et l'orientation sexuelle. Ce sont tous des cadres très spécifiques qui sont là prévus pour s'assurer qu'il n'y aura pas de discrimination et une protection des personnes et de leurs convictions, en fait. Et donc, ça, ce sont vraiment des données qu'on considère beaucoup plus sensibles parce qu'on veut s'assurer justement qu'il n'y a pas un traitement différencié selon les croyances que les personnes ont, etc. Et comme je vous ai dit, RGPD vient protéger des droits fondamentaux. C'est pour ça qu'on les met dans une catégorie bien spécifique. D'accord ?
Oui. Et donc, le consentement, j'y reviens. Quand vous avez conscience de tous ces éléments-là, vous devez vous assurer que le consentement que vous avez demandé à partir du site internet et que toutes les informations que vous traitez, notamment les données qui peuvent être liées justement à la fréquence à laquelle la personne vient sur votre site internet, ses choix et ses goûts, etc. Sur un produit, par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont avoir sur leur site web, notamment le nombre de fois que la personne a mis sur un panier tel ou tel article, mais qui n'a pas encore payé, ce genre de choses. Eh ben, ça, c'est tous des éléments que vous pouvez réutiliser pour optimiser votre activité commerciale, mais vous devez avant ça informer la personne que vous analysez son comportement au sein de votre site internet. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il doit être libre, éclairé, spécifique et univoque. L'aspect univoque veut dire qu'il y a eu un accès, une action physique de validation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'informer, il faut qu'il y ait un clic, il faut que la personne puisse avoir coché et qu'elle ait fait une action pour valider ou invalider son consentement. C'est pour ça qu'on dit univoque. Il faut prouver qu'il n'y a pas de doute. Il a fallu que cette personne clique pour pouvoir donner le consentement. Et tant que ce n'est pas fait, la page, normalement, le pop-up reste. Et il reste présent, d'accord? Et donc, il doit aussi avoir la possibilité de se retirer, de retirer ce consentement s'il y a besoin, d'accord? Donc, il faut vraiment une action physique, une action de cocher digitalement les cases nécessaires pour le consentement, d'accord? Et d'ailleurs, on vous a mis un petit exemple avec une illustration de l'APD, donc c'est l'autorité de la protection des données en Belgique, qui montre via un petit exemple tout bête comment ça doit fonctionner sur votre site web. Vous ne pouvez pas, comme ils le mettent, avoir deux boutons, tout accepter ou paramètres. La loi, c'est trois boutons, tout accepter, tout refuser, ou alors on paramètre à sa sauce, hein. Mais Exactement. voilà, le fait de dire j'accepte tout ou je dois aller dans les paramètres tout cocher, eh ben, ce n'est pas légal. Donc aussi vérifiez cela sur vos sites web également parce qu'il y a encore plein d'entreprises et de sociétés. Qui le font, RTL, il y a encore pas très longtemps, était incriminé hein, d'ailleurs oui. pour cela. Donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On a clairement remarqué que les personnes ont on va dire par habitude aujourd'hui en termes de navigation, vont à l'essentiel et au plus rapide. Donc, quand vous mettez tout accepter ou paramètres, ils vont appuyer tout accepter sans savoir ce qu'ils acceptent. Et donc, forcément, on n'est plus sur un consentement éclairé spécifique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la loi demande vraiment de dire j'ai le droit de soit tout refuser, soit tout accepter, mais si je ne sais pas ce que je suis en train d'accepter, je peux aller dans les paramètres pour voir exactement ce que je suis en train d'accepter ou pas. Il y a des gens qui vont avoir la patience de le faire et qui vont donc sélectionner, et d'autres préféreront juste tout refuser. Mm. Attention que certains sites internet, quand vous décidez de tout refuser, par exemple, vont vous refuser un certain nombre d'accès. Par exemple, on va le voir pour certains journaux en ligne. Si vous refusez les cookies, en contrepartie, on vous demande de payer un abonnement pour avoir accès aux articles. Est-ce que ça, c'est illégal? Non. Pourquoi? Parce qu'ils partent du principe qu'il y a un intérêt légitime pour eux, soit de faire de la publicité, et la publicité, c'est l'exploitation de vos données qui leur permet à eux de gagner de l'argent. Soit vous payez un abonnement qui vous permet de consulter les articles. Aujourd'hui, ça avait été un peu mis on va dire ça a fait jurisprudence, et donc on a basé cette pratique sur l'intérêt légitime des entreprises de pouvoir, quand elles donnent de la gratuité, exploiter les données à des fins publicitaires pour pouvoir continuer à vivre. Maintenant, il faut le savoir en tant qu'utilisateur et consommateur, et bien sûr en tant qu'entreprise. On le dit souvent, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. D'accord? Donc, aujourd'hui, donner un consentement éclairé, univoque et précis, c'est d'abord informer. Informer ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé, vous aussi, en tant qu'entreprise, de rendre tout gratuit. Et donc, il y a des entreprises qui le font. Si on refuse la publicité ou certains éléments qui leur permettent de vivre, eux, en contrepartie, ils font payer certaines choses.
Donc Et ça, d'ailleurs, certaines sociétés mettent parfois le tout accepté en vert et le tout refusé en noir tout petit. Parfois, hein, ils jouent un petit peu oui, ils jouent là-dessus. sur ça. Mais donc voilà, il faut comprendre aussi le jeu qu'il y a derrière, hein, bien sûr. C'est que des fois, on est habitué à juste accéder à l'information sans se rendre compte. Mais la plupart du temps, voilà, quand vous arrivez sur une plateforme et que vous ne payez rien et que vous exploitez l'information, sachez qu'elle se paye, cette plateforme, à travers la publicité et donc l'analyse de votre comportement qui va après vous suivre tout le long de votre navigation sur Internet. Alors, on va faire un petit point maintenant sur ce qu'on appelle le registre de traitement. Alors, déjà, bah, on vous pose la question dans l'onglet sondage, est-ce qu'un indépendant doit-il obligatoirement tenir un registre de traitement? Donc, vous pouvez nous le dire cash, je ne sais pas de quoi vous parlez, ou est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, ou est-ce que c'est uniquement si je collecte pardon, plus de 1000 contacts. Donc, voilà, je vois qu'il y a pour l'instant un maximum de je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est très bien parce qu'on va pouvoir faire le lien là-dessus. En attendant, j'ai une question dans l'onglet questions Ornella. On Oui. me demande est-ce que le RGPD est applicable quand le client est en magasin et donne son nom afin de lier à une facture? Oui. Alors, il faut savoir que le RGPD, ce n'est pas une réalité. Quand on dit données, et ça, c'est peut-être un élément que je devais mettre dans la définition, quand on dit données, cette donnée, elle n'est pas forcément digitalisée. Toute donnée, c'est toute information qui peut se retrouver sous un format physique, papier, mais aussi numérisé, mais pas d'un point de vue juste digital. Donc, la, je vais donner par exemple un autre exemple. Les données caméra, donc les vidéos de caméra surveillance sont des données. Maintenant, dans le cadre d'entreprise, on va considérer qu'elles seront utilisées d'une manière ou d'une autre pour la sécurité et la surveillance. Mais si, par exemple, vous prenez de la vidéo, vous avez de la photo, mais vous avez aussi un formulaire papier rempli, tous ces éléments-là, même si elles sont sous format physique, sont des données et sont des informations qu'on peut considérer soumises sous le RGPD. Qui répond à cette question. Alors, nous, la question qu'on vous posait, c'était de savoir si un indépendant, donc vous dans le public, est-ce que vous devez obligatoirement tenir un registre de traitement? Ben, 70% d'entre vous ne sait pas ce que c'est un registre de traitement, donc on fait bien de poser la question. Ben, on va vous l'expliquer et déjà, ben, je réponds à la question, c'est oui. Ça peut être une version simplifiée, on va le voir, mais c'est oui. Donc, on va aborder ce sujet. Je fais juste un petit point, Ornella, il est 19h56, donc Oui, on va dire qu'on passe 10 minutes pour cette partie avant de faire la petite pause, si ça va pour ça va, toi. sans problème. Vraiment, comme il y a une majorité de personnes qui ne savent pas ce que c'est le registre, en fait, c'est on va dire, c'est la carte, on va dire votre cartographie des activités que vous avez d'un point de vue de traitement de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous avez listé l'ensemble des actions à travers lesquelles vous récoltez de l'information. Pour un médecin généraliste, ça va être notamment le moment où il ouvre un dossier médical, papier ou digitalisé, peu importe. Je tiens à préciser qu'une information et une donnée, c'est physique ou digital. Et l'un peut aller vers l'autre. Donc, on peut avoir des papiers qu'on va scanner, digitaliser ensuite. Il n'y a pas de différence. D'accord? Et donc, vous allez lister l'ensemble des actions, des moments où vous récoltez la récolte d'informations, c'est du traitement de données. Le fait de pouvoir demander à une personne de vous donner des informations la concernant sur sa vie privée, toujours dans un objectif légal d'exécution d'un contrat ou d'un échange de biens et de services, eh ben, toutes ces actions-là, vous devez être capable aujourd'hui de pouvoir les retracer sur une liste, une carte. Cette carte, elle va vous permettre de faire ceci, de pouvoir prouver que vous avez une maîtrise de toutes les informations que vous récoltez sur vos clients à travers les différentes activités ou actions que vous avez dans votre activité. C'est-à-dire que quand vous récoltez de la donnée, quand vous envoyez un email de prospection, quand vous passez un appel
pour de la vente ou pour une demande de devis ou pour une correction de produit, pour un renvoi d'échange, etc. Peu importe, vraiment, dès que vous êtes dans le cadre de l'information de la vie privée pour exécuter votre service, vous êtes en train de passer une action, vous êtes en train de faire un traitement. C'est ce qu'on appelle un traitement, c'est-à-dire que vous prenez la donnée dans un objectif précis qui est lié à votre activité. Dans ce but-là, on va demander aux indépendants comme aux grandes entreprises d'avoir une vue sur toutes ces actions où la donnée se crée et s'échange entre vous et votre client. Ce que vous faites ensuite, c'est de dire pourquoi vous échangez ça, toujours dans l'objectif de respecter les obligations fondamentales dont on a parlé précédemment. D'accord ? Quand vous avez, et ça peut être une liste de 5 actions que vous faites, parce qu'en fait, vous ne passez que des appels, vous recevez en consultation, ou alors vous ne faites que de la vente de produits, donc vous avez peut-être 3-4 actions très simples, très efficaces. C'est consultation sur le site internet des personnes qui viennent visiter votre site. Ensuite, c'est les paiements. Ensuite, c'est la livraison du produit. Ça peut être aussi, je suis kiné, je rencontre les personnes en cabinet. J'ai besoin d'avoir soit la prescription de leur médecin qui l'a envoyé vers un kiné. J'ai besoin d'avoir certains antécédents médicaux pour comprendre un peu la situation. Toutes ces situations sont des cas de traitement de données dans un but, bien sûr, de passer, de fournir un service ou de passer une transaction. Et alors, vous allez lister ça dans un registre, ce qu'on appelle un registre. Et en fait, tout simplement, je vais le montrer ici, ça peut être un document de ce genre ou une feuille Excel. Il y a des formats, celui-ci, c'est celui de la CNIL, qui est aujourd'hui l'autorité de contrôle au niveau français, mais il faut savoir que le RGPD, c'est une réglementation européenne et que donc, forcément, ce que vous voyez là, en fait, c'est harmonisé en Belgique et dans la plupart des pays. Certains pays auront une réglementation un tout petit peu plus contraignante, mais sachez que la loi dans tous les pays membres est la même et elle s'applique de la même manière à tous les résidents de l'UE. Et donc, dans ce registre, vous avez la liste des actions que vous faites pour récolter des données personnelles. On est bien d'accord qu'on ne parle que de données personnelles puisque c'est pour le respect de la vie privée. Donc, quand vous êtes sur des informations de montant sur votre trésorerie, votre compta, elle ne fait pas partie de ce registre. On est vraiment sur le type de données, comme on en a parlé avec les différentes catégories. Je prends notamment des noms, des emails et des adresses. Ce sont des données de contact et d'identification, point. Je prends ces données pour faire de la facturation, du marketing, pour établir un contrat. La base légale, bien sûr, on m'a donné le consentement sur mon site web. Je suis obligée de le faire parce que je suis de profession libérale médecin, je suis avocat, je suis kiné. J'ai besoin de ces informations pour pouvoir traiter le dossier correctement. Le contrat, bien sûr, on m'a acheté un bien, un service, on m'a demandé un devis, j'ai dû prester à tel endroit, à telle adresse. Donc, dans le cadre du contrat, j'avais besoin de l'adresse. Il faut établir la durée de conservation et il faut vous rendre compte que ça, c'est vraiment en fonction de vos obligations légales aussi. Donc, il y a la durée à laquelle vous allez conserver les informations dans un cadre, par exemple, de traitement de données pour un médecin généraliste, médecin de famille. Ce sera beaucoup plus long et beaucoup régi par d'autres réglementations qui viennent en complément du RGPD que ici sur un devis pour l'établissement, par exemple, je sais pas moi, d'une nouvelle cuisine, par exemple, vous êtes cuisiniste, vous mettez en place un devis, vous avez besoin de l'adresse, etc. Quand la prestation est finie, vous n'avez peut-être qu'une année pour soit rejustifier une nouvelle relation clientèle, mais sinon, vous devez l'effacer. Et donc ça, c'est un peu tout ce qu'on peut retrouver dans le registre. Et bien sûr, il faut aussi préciser en dehors de vous, même si vous êtes sur une structure où vous n'avez, par exemple, qu'une personne active, même si vous n'êtes pas, on va dire, une équipe de 3, 4, 5 personnes, vous devez, par exemple, de façon très concrète, pouvoir dire
ici, sur l'ordinateur, l'endroit où les données sont stockées, elles sont stockées dans un cloud qui appartient par exemple à Amazon. À partir de ce moment-là, quand vous prenez un cloud Amazon ou un cloud Google, vous devez regarder dans le contrat cloud que vous prenez si Google a accès, logiquement, donc vous mentionnez Google. Et aussi, si votre cloud, il est ici, normalement, dans l'espace européen. Je sais, c'est un peu contraignant, mais c'est un élément qui est important quand vous faites votre registre. C'est la même chose pour des données d'information que vous allez, par exemple, utiliser sur votre Facebook Business Manager quand vous faites de la publicité et que vous faites de la prospection. Toutes les informations récoltées et les échanges que vous avez faits avec des clients à travers ces plateformes-là, vous devez préciser que Facebook aussi a accès à ces informations, puisque ici, dans ce cadre-là, vous êtes responsable du traitement et Facebook vous donne un outil, et donc lui, il est sous-traitant. Il vous donne un outil pour exploiter, extraire de la donnée ou pour cibler des gens d'un point de vue publicitaire. Donc ça, c'est un des éléments importants que vous allez retrouver dans le registre. Donc n'hésitez pas, si vous ne voyez pas comment vous devez mettre ça en place, à commencer par une fiche de registre d'activité très simplifiée. On n'a pas besoin en tant qu'indépendant de partir sur des registres très lourds, très longs, extrêmement détaillés, puisque la plupart du temps, votre activité professionnelle se compose peut-être de 3-4 types de traitements et pas plus. D'accord? Et comme on est très gentil, on vous a mis le lien dans le chat donc, de ce Oui. modèle de registre de traitement. Donc vous pouvez le télécharger et l'adapter pour votre activité. Avant de faire la pause, Ornella, deux petites questions, enfin deux et demi on va dire. Question déjà de mode en ce qui concerne le registre de traitement. Est-il Oui. nécessaire si on utilise un logiciel de gestion de base de données? Est-ce que ce logiciel peut remplacer un registre de traitement ou pas? Et si oui, est-ce que on doit conserver ce document ou l'envoyer à la CNIL, enfin, ou la PD ou autre? Donc, c'est un document qu'on doit garder pour soi pour pouvoir Exactement. montrer patte blanche au cas où. En cas d'audit, exactement. Donc, si vous avez une plateforme où vous gérez déjà vos bases de données, cette base de données est un des traitements à mettre dans le registre. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien différencier votre activité avec la base de données client, où vous allez dire, par exemple, j'ai une activité de récolte et de gestion de mes données clients à travers tel outil qui est un gestionnaire de base de données. Là-dessus, je peux compiler l'ensemble des différentes bases de données. Il y en a une qui est dédiée à la relation client, une qui est dédiée aux fournisseurs, etc., etc. Ça, ce sont vraiment des outils qui sont normalement des outils, on va dire, pratiques et de fonctionnalité pour vous aider à exercer votre activité. Ce ne sont pas ce qu'on va considérer un registre officiel. Le registre officiel va avoir une forme telle que vous la voyez ici, avec des demandes très spécifiques, avec une catégorisation des données, etc. Et ça, ce registre-là, vous devez l'avoir sur ce format-là avec les éléments qui sont présentés ici. Donc, Ok. c'est vraiment important à faire la différence entre les deux. Et aussi, oui, donc ce registre sert à présenter devant l'autorité de régulation, mais il sert aussi tout simplement à faire un suivi, par exemple, en cas, justement, vous devez remettre à jour la qualité des données. Ok. Éliminer une activité ou une autre. Ce registre est vraiment aussi un outil de gestion pour vous, pour pouvoir vous dire, écoutez, là, en fait, je me rends compte que sur cette activité, j'avais tel type de traitement et aujourd'hui, il n'existe plus. Ou alors, il faut que je le mette à jour parce que ça fait 2 ans, en fait, que je l'ai fait. Et ces informations-là, aujourd'hui, elles ne sont plus, je ne suis plus sûre qu'elles sont correctes. Le registre sert à ça aussi. Donc voilà, ce sont deux choses distinctes, hein, le registre et ce logiciel. Autre question de Daniel, et puis on fera une petite pause. Il demande, lui, on parlait tout à l'heure de consentement, et lui, il utilise la plateforme Eloa, qui est une plateforme française pour la gestion des réservations de son gîte et l'hébergement de Mhm. son site web, et il constate que dans les cookies, il a soit accepté ou paramétré, donc est-ce que je serai hors la loi? Y a-t-il une différence entre la France, qui est l'origine du produit, et la Belgique? Merci de ta réponse. Il n'y a pas de différence. Comme je vous l'ai dit, le RGPD s'applique de manière
univoque, enfin, et universel à tous les pays membres. La seule chose qu'il faut vous rendre compte que la seule différence qu'il y aura, c'est que la loi ne sera pas moins contraignante d'un pays à un autre, elle sera plus stricte d'un pays à un autre. Donc, ça ne va pas au négatif. La base est la même sur ce qu'il faut respecter. Et donc, ce qu'on a vu précédemment s'applique à la Belgique autant qu'à la France, peu importe. Donc, clairement, il y a aujourd'hui encore des situations où on est en fraude. Et donc, avoir seulement ces 2 éléments de validation, ce n'est pas suffisant. Idéalement, il faudrait revoir justement comment on peut donner vraiment le best practice, c'est-à-dire avoir les 3 éléments de consentement, tout refuser, tout accepter ou paramétrer. Ok, et ben voilà pour répondre à la question de Daniel. Je te propose qu'on fasse la petite pause et on se retrouve juste après, le temps de boire un verre d'eau, se dégourdir les jambes et on est de retour d'ici exactement 3 minutes. À tout de À suite. tout de suite. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce webinaire avec 2 questions, Ornella, qui ont Yes. popé tout à l'heure pendant la petite vidéo de pause. On a une question de Jean-François qui est actif dans la consultance et l'expertise en construction et son Oui. assureur spécialisé dans le domaine lui demande d'encoder toutes ses missions sur sa plateforme avec les coordonnées des clients. Qui est responsable par rapport au RGPD dans ce cadre-là? Ah, c'est une question très, très intéressante et très ici très impactante pour l'activité. Donc normalement ici, ils sont co-responsables. Pourquoi? Parce qu'ils définissent tous les 2 la finalité du traitement. Premièrement,
le responsable du client lui-même, donc celui qui a fait la prospection, celui qui a établi la relation clientèle sur la base de laquelle il y a un contrat, on est d'accord que ici, ça va être la personne qui va récolter les informations et qui va dire au client, voilà, ici, j'ai comme objectif ma prestation dans le cadre de l'expertise de construction, si j'ai bien retenu. Mais cependant, j'ai un partenaire qui est mon assureur, auprès desquels j'ai des obligations aussi, qui a besoin de ces informations. Et donc, normalement, il y a une base légale sur laquelle il a besoin des informations, puisque ici, en tant qu'expert en construction, il a besoin d'un assureur. Ils ont tous les deux un intérêt et ils déterminent tous les deux les moyens et les objectifs du traitement. Et donc, ils vont être co-responsables. À partir du moment où ils sont co-responsables, il y a deux choses qui vont se passer. Ils ont tous les deux une obligation d'information, comme on en a parlé tout à l'heure. Ils ont tous les deux une obligation de tenir le registre et de mentionner ces activités-là dans leur registre. Et ils auront tous les deux, de manière co-responsable, l'obligation de sécurisation. Pour ce point. Et alors, une autre question qui rejoint un peu ça, hein, le fait un peu d'avoir un peu de sous-traitance, entre guillemets, c'est dans le cadre de paiement via Bancontact, par exemple, qui est responsable du RGPD, que ce soit Bancontact ou autre, hein, à partir du moment où on utilise toutes et tous des organismes de paiement qui sont voilà, indépendants d'une autre, fatalement, qui est responsable de ça? Alors ici, dans le cadre de Bancontact, on va avoir le responsable du traitement sera non pas seulement la personne qui a le site, mais aussi Bancontact. Pourquoi? Parce que c'est Bancontact qui a l'expertise de la technologie derrière et qui aura besoin de certaines informations qui sont obligatoires, notamment le numéro IBAN, etc. Donc, on est sur des situations de co-responsabilité parce que certaines des finalités pour le traitement seront établies par Bancontact, notamment les informations qui vont être obligatoires pour valider la transaction. Aujourd'hui, je sais que ça paraît comme Je vais donner un exemple pour pouvoir vraiment vous montrer la différence entre le responsable du traitement et le sous-traitant. Le responsable du traitement, c'est lui qui détermine les objectifs, les moyens et la finalité. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, sur Facebook Manager, on va déterminer qui on vise en termes de publicité et de marketing. On va déterminer son âge et on va déterminer les objectifs qu'on a besoin et notamment les moyens, c'est-à-dire le budget qu'on va mettre pour faire cette publicité. Voilà pourquoi, sur un outil de sous-traitance comme celui-ci, on parle bien de sous-traitance parce qu'en fait, on a déterminé l'ensemble du cadre. C'est juste un outil qui nous est mis en place, mais on a déterminé l'ensemble du cadre relationnel avec le client final à travers l'outil. Pour Bancontact, on utilise une technologie pour un objectif qui va être déterminé et pour une finalité et des moyens qui vont être déterminés par Bancontact, pas par le propriétaire pas seulement, je veux dire, pas le propriétaire du site internet. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir faire la différence. On peut avoir une co-responsabilité en termes de traitement. Et souvent, la co-responsabilité, c'est parce qu'ensemble ou de manière concomitante, on va déterminer les moyens et les finalités. Ici, Bancontact, c'est Bancontact qui définit, qui met à disposition et qui met derrière la technologie et les moyens aussi, les informations qui sont nécessaires à récolter, qui ne dépendent pas du fournisseur du site Internet en lui-même, donc le créateur du site Internet, qui ne dépendent pas du créateur du site Internet et qui dépendent de Bancontact ou de Stripe ou d'autres outils de paiement. Donc, les responsables de paiement, ici, sera autant responsable de la sécurisation et du registre des données que le fournisseur du site Internet, le créateur du site Internet. Par contre, ça ne veut pas dire que l'un et l'autre ne sont pas responsables l'un face à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Bancontact se rend compte, par exemple, que vous n'avez pas mis les moyens nécessaires pour respecter vos obligations RGPD, elle peut aussi vous tenir responsable d'une plainte qui aura été portée soit auprès d'elle, mais à travers un de vos clients. Si je dois repréciser, dites-le moi. Non, non, c'est très clair et c'est C'était très clair. très Ok. précis. Je te propose de repartager ta présentation
Oui. Et bah, voilà, on Vous est ne un peu voyez plus. ça OK. au niveau du timing. Oui, c'est vrai, il faut que tu la repartages parce que bah, je l'ai retirée pour mettre ma petite Ah, pause. d'accord. Et ouais, je fais des petites surprises comme ça. Euh, Voilà. Si on sait un petit peu, ben voilà, il nous reste 40 minutes pour te faire le Oui, topo jusqu'à la fin. je vais je Donc, vais on je va vais vraiment aller sur le aller à l'essentiel, pratico-pratique. ouais. Donc ici, je l'ai bien dit, il y a vraiment 3 obligations fondamentales: informer, prendre le consentement, tenir un registre et sécuriser. Donc maintenant, on est au stade de la sécurisation. La sécurisation des données, comme je l'ai dit, il y a une obligation de moyens et non de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue cybersécurité, on ne peut pas garantir une sécurité 100% totale, même pas les grandes entreprises. Donc, vous pensez bien que selon les moyens de la personne, physique ou d'un indépendant, ce sera encore un peu plus difficile. Par contre, il y a des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, il faut être capable de prouver qu'on les a mis en place. Notamment, la première bonne pratique, c'est le registre. On ne s'en rend pas compte, mais savoir où et quand et comment on récolte les informations et les données, c'est déjà un élément de bonne gestion de la donnée, puisqu'on sait d'où elle vient, on sait ce qu'on fait avec, on sait qui y a accès. Et donc, si aujourd'hui, on a une fuite, par exemple, de données, on sait quel client sera impacté. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas aujourd'hui le nombre de clients qui seront concernés si eux se font pirater. Voilà pourquoi un registre est important. Ce registre, quand il est fait, eh ben, on sait ce qu'on est en train de sécuriser, en fait. On rajoute du coup l'élément supplémentaire qui vient juste après, la sécurisation qui sera facilitée, notamment par 4 éléments hyper faciles et importants selon la taille de votre entreprise à mettre en place. Les mots de passe robustes. C'est hyper important de se rendre compte que aujourd'hui, un mot de passe, c'est vrai qu'on n'a pas tous la mémoire pour pouvoir créer des mots de passe extrêmement compliqués, mais il y a des outils du coup de gestionnaire de mots de passe qui le font très bien. Et il faut les mettre en place. C'est un des premiers réflexes à avoir. Aussi, je tiens à préciser que idéalement, on rajoute à cette bonne pratique-là de différencier votre ordinateur professionnel de votre ordinateur familial. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'action que vous faites, vous, en tant qu'utilisateur, même si vous avez plusieurs espaces d'exploitation sur votre système d'exploitation, donc vous avez l'espace familial, votre enfant a un espace propre, son propre compte Windows, par exemple, ou Mac. Mais quand on est sur un même outil, sachez-le que le virus qui sera intégré et qui va pénétrer ou faire l'intrusion sur votre ordinateur pourrait avoir accès à un noyau qui est central et donc au système d'exploitation central de l'ordinateur et qui ne fera pas de différenciation entre les différents utilisateurs. Voilà pourquoi on vous conseille de différencier parce qu'en fait, si vous avez aujourd'hui, grâce à ce webinaire, une certaine sensibilisation aux éléments de sécurité, aux pratiques de bonne sécurité, votre enfant qui utilise votre ordinateur ne l'a pas forcément. Votre compagnon qui n'est pas sensibilisé à la cybersécurité ou aux bonnes pratiques de respect du RGPD ne l'a pas forcément. Ou parfois aussi un employé qui n'est pas sensibilisé et éduqué ne l'aura pas. Donc, en plus du mot de passe robuste, essayez si possible de différencier les ordinateurs sur lesquels vous allez stocker vos données ou accéder aux données. Le chiffrement des fichiers sensibles, ça c'est une autre couche. À partir du moment où il y a une intrusion, c'est une chose, mais un fichier qui est chiffré et pour lequel vous êtes le seul à avoir les codes pour pouvoir lire les contenus qui sont à l'intérieur, bah c'est une double sécurité. Surtout si en plus vous avez ça dans un espace cloud qui est complètement décentralisé de vos appareils, bah là alors vous êtes sûr de pouvoir récupérer facilement, même si vous êtes sur un malware ou sur un virus malveillant et sur, par exemple, une situation où on vous demande de l'argent pour récupérer vos données. Eh ben, dans ces cas-là, vous n'êtes même pas obligé de payer et vous ne jamais payer d'ailleurs ce genre de demande de rançon. Mais vous êtes dans une situation où vous pouvez récupérer assez rapidement vos informations. La sauvegarde régulière en fait partie, bien sûr,
et ne pas tout stocker, encore une fois, comme je le disais, sur un même appareil. Créer de la redondance sur vos informations, c'est très important pour assurer la continuité de votre activité. Les mises à jour et les antivirus, c'est vraiment des éléments essentiels, assez faciles à mettre en place. Aujourd'hui, vous avez des pop-up de rappel, faites les mises à jour, achetez les antivirus nécessaires, surtout quand vous êtes sur une activité professionnelle. Et je vous ai remis dans le chat un replay qu'on a fait, un webinaire qui reprend un peu toutes ces bases de la cybersécurité. Stéphane, il te demande, parce que tu parlais de cloud sécurisé, quels sont-ils ces fameux cloud sécurisés? Est-ce que tu as des exemples? Alors, il y a vraiment plusieurs options. Les grands publics, c'est ceux de Amazon AWS, Microsoft vous propose aussi des espaces cloud. Vous avez Google pour ça. Par contre, les éléments de sécurisation, très peu de gens vont dans les paramètres pour ajouter des éléments de sécurisation. Et c'est surtout ça qui est important. C'est qu'au lieu d'aller ajouter des frais, quand vous avez un système Office 365, là-dedans, vous avez déjà des éléments, notamment de sécurisation de votre cloud, où on va par exemple vous mettre la double authentification sur l'accès à certains fichiers. Vous allez pouvoir déterminer le niveau de classification de vos fichiers secrets, confidentiels, etc. Et donc, ça, je pense que d'ailleurs, je l'avais fait sur le webinaire de l'année passée. J'avais montré l'espace de paramétrage sur l'espace Microsoft où vous pouvez vraiment vérifier qui a accès à quelles informations en temps réel et suivre justement, faire la gestion des accès, faire la gestion des mots de passe sur ces espaces-là. Donc, prenez le temps, si vous avez Office 365, de vous assurer que vos OneNote, vos espaces cloud est configuré au plus haut niveau de sécurité qu'on peut offrir d'un point de vue grand public avec Office 365. Pas besoin d'aller acheter des espaces cloud plus complexes, etc., si vous avez déjà mis ça en place. Donc, voilà, pour les différents clouds. Alors, on va voir aussi également qu'il y a quelques bons réflexes à avoir finalement. On l'a dit, parfois, on se fait attaquer, il y a quelques réflexes à avoir. Tu l'as dit, ne pas payer, mais pas que. Mais pas que. Exactement. Ici, il va y avoir 3 choses à faire absolument. Pourquoi il faut les faire de cet ordre-là? Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte, et je le mentionne de la page suivante, il y a un formulaire très spécifique à renvoyer à l'autorité de régulation en déant les 72 heures. Et dedans, vous devez avoir, donc en déant les 72 heures, les 3 jours, dès que vous vous rendez compte du piratage en lui-même ou de la perte de votre appareil, avec des données sensibles appartenant notamment à vos clients, identifier la cause. Donc, quand on dit identifier la cause, bon, si vous avez perdu votre ordinateur dans un train, voilà, la cause, elle est claire. Mais ici, si vous êtes piraté, si vous avez, par exemple, tout d'un coup, votre ordinateur qui est complètement rendu indisponible, notamment par un virus ou une autre personne tierce, alors il faudra essayer de revenir, si vous y arrivez, à la version précédente et voir, par exemple, quelle a été l'activité, au mieux, l'activité, l'action que vous avez faite qui a déclenché ce piratage. Ça peut être un mail malveillant et vous avez cliqué sur un lien qui n'était pas le bon et qui a enclenché ce virus qui s'est installé sur votre ordinateur. Ça peut être, vous avez subi du social engineering, comme on appelle ça, donc de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire de la fraude en ligne, de l'arnaque. Et donc, la personne a pu accéder à des informations que vous avez données sans avoir conscience. Tout ça, vous devez en fait pouvoir le détailler. Enfin, quand je dis détailler, c'est le résumer, pas le détailler, parce qu'on sait aussi que vous n'êtes pas des experts sécurité. Avoir déjà la liste des personnes qui seront impactées, une sorte de liste non exhaustive, parce qu'on le sait, en 72 heures, c'est assez compliqué, c'est des situations assez stressantes, que ce soit vous, pour une personne qui gère déjà seule son entreprise, mais aussi des grandes sociétés. 72 heures, c'est très court pour comprendre ce qui se passe. Mais donc, les 2 éléments qui seront des prérequis pour déclarer l'incident, c'est vraiment le nombre de personnes impactées et la cause. Si vous avez ces éléments-là, vous pouvez directement passer à l'étape de déclaration de l'incident auprès de l'autorité de régulation. Et là-dessus, on va vous laisser après le temps de faire l'enquête ou de restituer la situation
au meilleur de son état sous, par exemple, la dernière date où vous êtes sûr que votre situation, votre base de données, votre ordinateur était sain. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut identifier la cause. Parce que si vous n'identifiez pas la cause et qu'en fait, vous avez un virus depuis 1 mois et que vous remettez à jour certaines choses, ben, peut-être qu'en fait, l'intégrité de vos données sont déjà complètement remis en cause depuis plus d'1 mois. Donc ça, c'est important de pouvoir revenir à la situation initiale la plus idéale par rapport aux données. D'accord? Et bien sûr, une autre obligation qui est importante à partir du moment où vous avez donc informé, reçu le consentement, tenu un registre sécurisé, maintenant, il faut faire respecter les droits des personnes et de vos clients. Ces éléments-là sont des droits qui ne concernent que la personne. Je l'avais précisé un peu plus tôt dans le webinaire. Une personne morale, une entreprise, donc un partenaire tiers, ne peut pas venir faire valoir les droits dont on parle ici. D'accord? Le droit d'accès, ce n'est pas une entreprise qui peut venir faire cette demande. C'est une personne, un particulier, qui peut exercer ce droit. Donc, le droit d'accès, ça veut dire savoir en fait quelles données, parce que j'ai consenti comme ça en acceptant tous les paramètres, je ne sais pas quelles données vous avez sur moi. Est-ce que vous pouvez me donner une vue claire de ce qui a été récolté? Le droit de rectification, c'est de dire, mais écoutez, l'adresse que vous avez sur votre site Internet n'est pas correcte et je voudrais pouvoir prendre contact pour modifier cette adresse. Il faut pouvoir prévoir, du coup, comme je l'avais dit précédemment, un point de contact, une adresse mail où on peut vous contacter pour faire valoir ces droits-là. Le droit à l'effacement, c'est supprimer les données sur demande. Le droit à l'effacement, c'est ce qu'on peut associer au droit à l'oubli. Ça veut dire vraiment, c'est une situation où on veut ne plus apparaître du tout sur la plateforme d'une personne, sur les sites Internet, sur ses bases de données, etc. Et vous devez pouvoir prouver que l'effacement a été fait. Le droit de portabilité, ça, par exemple, c'est de dire, notamment on le voit chez les télécoms et chez les banques, c'est de dire, je passe d'une banque à une autre, vous avez déjà toutes mes informations, transférez-les vers le nouveau fournisseur. Et alors, le droit d'opposition, c'est s'opposer à l'utilisation de ces données, par exemple, les refus de newsletters, etc. D'accord? Ok. Alors, on a un nouveau petit sondage justement qui s'apparente à ce que tu viens de dire sur le fait de supprimer des données. Si un client vous contacte, vous en tant qu'indépendant, et vous demande de supprimer ces données, sous combien de temps devez-vous répondre? Alors, quand on parle de répondre, voilà, c'est de notifier que vous avez bien reçu, mais vous avez une obligation, si vous ne le savez pas, légale de répondre à ce client. Alors, est-ce que c'est 48 heures, un mois ou 6 mois? Dites-nous tout dans l'onglet sondage, on vous y attend. Ouais, voilà, vous êtes déjà nombreux à avoir voté. Pour quand même 70% d'entre eux, Ornella, ils doivent répondre sous 48 heures. Alors on vous rassure, vous avez un petit peu plus de temps que ça. Oui. Alors, vous avez un maximum de 30 jours pour répondre. On se rend compte quand même que voilà, vous êtes une entreprise où vous avez une activité professionnelle. Ce n'est pas tous les jours que vous allez aller sur les boîtes mail pour pouvoir faire cette demande, etc., sans compter la surcharge d'activité. Donc, la loi vous donne 30 jours maximum pour répondre. 30 jours, jours ouvrables et non ouvrables compris, hein, c'est 30 jours. Ok. Et donc, ici, il faut mettre en place, encore une fois, je le répète, c'est hyper important pour être conforme, des politiques de confidentialité sans adresse dédiée à la protection des données. Ça n'a pas de... C'est vraiment une politique qui est bancale. Donc, il faut vraiment revoir ça et mettre l'adresse dédiée parce que cette adresse, elle vous permet de prouver que vous vous respectez certaines obligations du RGPD, notamment le fait de pouvoir permettre à vos clients de faire respecter leurs droits et d'accéder et de pouvoir accéder à leurs demandes. Ici, cette adresse mail, elle doit vraiment avoir cette forme-là, DPO, donc Data Protection Officer. Ici, vous n'êtes pas obligé, en tant que vous,
indépendant de choisir un DPO indépendant. C'est vous qui pouvez jouer entre guillemets ce rôle, vu la taille de votre structure, mais cependant, il faut quand même la formuler de cette façon-là. Vous pouvez aussi mettre protection des données, votre entreprise, etc. Mais ça doit être une boîte mail dédiée. D'accord? C'est important que vous ayez conscience de ça. C'est que cette boîte mail, elle doit vraiment, la personne, le client doit comprendre que c'est une boîte mail qui est dédiée au respect de sa vie privée et qui est dédiée vraiment aux questions de RGPD. D'accord? Et alors, bien sûr, il y a des outils qui le permettent, mais la désinscription aux emailing et au marketing est aussi importante. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous devez aussi mettre en place pour vous assurer que vous faites respecter le droit de pouvoir retirer son consentement. D'accord? Alors, en conclusion, 4 éléments aujourd'hui pour être efficace par rapport au RGPD, c'est informer vos clients de l'utilisation de leurs données, ce que vous en faites concrètement, tenir un registre de traitement, respecter leurs droits et sécuriser les données. Ces 4 éléments vous préparent aujourd'hui aux 4, on va dire 5 étapes pour vous mettre en conformité. D'accord? Alors ça, c'était la petite pause qui devait arriver, mais voilà, on l'a fait un petit peu avant. Ici, on vous demande finalement quelles mesures de sécurité est-ce que vous utilisez actuellement, parce que c'était là-dessus quoi, on vient de se quitter. Donc quels sont les outils finalement, on parlait tout à l'heure de gestionnaire de mot de passe. Il peut y en avoir plusieurs, hein. Vous pouvez cocher plusieurs choses, même si vous avez d'autres outils que vous utilisez, vous pouvez nous le dire dans le chat. Mais comme ça au moins, on a un peu l'occasion de voir un petit peu ce que vous utilisez, parce qu'on en a parlé lors de webinaires précédents, donc peut-être que vous avez mis ces solutions là en place, et on va les détailler rapidement par la suite avec Ornella. J'attends que les votes répondent. Vous êtes assez honnête, donc dans les propositions, vous avez soit un gestionnaire de mot de passe, la double authentification, un stockage chiffré, vous avez autre, ou alors vous avez aucune de ces options, et 37% d'entre vous joue la carte de l'honnêteté en nous disant je n'utilise aucune de ces options. Donc voilà, c'est très honnête de votre part. 43% d'entre vous utilisent un gestionnaire de mot de passe, 39% utilisent la double authentification et 14% d'entre vous utilisent un stockage chiffré. Mais donc, pour protéger au maximum, comme le fait Muriel, il faudra quand même mettre en place quelques outils que Ornella va nous détailler dans le slide suivant. Oui, donc ici, sur la dernière partie, c'est vraiment les outils, on va dire, pratico-pratiques pour pouvoir mettre en place ces 4 éléments dont on a parlé un peu plus tôt. La gestion des mots de passe, encore un élément de sécurisation assez important. Vous avez des outils comme LastPass qui sont assez bien. Bitwarden, je pense que c'est le plus connu. Mais ces gestionnaires-là vous permettent vraiment de pouvoir avoir des mots de passe qui sont, on va dire, assez poussés, assez solides pour vous assurer vraiment que vous n'allez pas vous faire pirater de façon assez facile. La double authentification, ce n'est pas juste un élément à choisir peut-être, ça vient en complément. Idéalement, surtout si vous proposez on va dire des services et un espace dédié où il y a des informations qui sont sensibles. Je donne par exemple l'exemple aujourd'hui des plateformes qui permettent de faire des prises de rendez-vous médicales en ligne avec déjà un formulaire où on explique un peu la situation, etc. Tous ces éléments, toutes ces plateformes-là, par exemple, sont des plateformes qui récoltent des données sensibles aujourd'hui, qu'on utilise par facilitation pour gérer son calendrier, etc. Mais la double authentification sur ces plateformes, idéalement, elle serait plus importante, idéalement à mettre, parce que justement, on est déjà sur un autre niveau de sensibilité, comme on a parlé, de données. Et donc, plus vous allez avoir des données sensibles et des données qui peuvent avoir un impact concret sur le quotidien de vos clients, plus vous devez doubler d'outils en fait à mettre en place. Et donc, la double authentification, c'est vraiment une façon assez poussée de vous assurer que la personne, même si elle a été piratée, et qu'on a trouvé ces mots de passe, il faut encore un deuxième facteur d'authentification pour valider. Par exemple, même si on a aujourd'hui votre
mot de passe d'accès à votre compte Facebook. Si vous avez, enfin, votre compte Gmail, par exemple, si vous avez activé la double authentification sur votre compte Gmail, sur votre GSM, vous aurez un pop-up, un message qui va vous dire est-ce que c'est bien vous qui êtes en train de vous connecter à partir de telle adresse. Ça, ce sont des éléments qui vont permettre de vous prévenir, par exemple, que vous êtes en train qu'il y a une personne qui essaie d'usurper votre identité. La double authentification, ce n'est pas seulement pour les paiements bancaires, mais c'est vraiment pour pouvoir permettre aussi l'accès à des espaces assez protégés, assez importants, qui contiennent des données sensibles. Le stockage sécurisé des données et des documents, je le disais, le Google Drive avec chiffrement, il y en a plein qui existent. Donc, il y a le Dropbox, c'est assez populaire. Il est assez facile à utiliser, mais Google permet aussi un niveau de confidentialité beaucoup plus poussé. Il faut juste prendre un peu plus de temps pour aller dessus et pour ajouter le niveau de sécurisation le plus optimal. Et la plupart du temps, c'est assez ce qu'on appelle facile de compréhension, user-friendly. C'est fait pour que ça soit de façon, on va dire ergonomique et pris en main de façon assez facile pour des personnes qui ne sont pas forcément des experts en sécurité. Alors, pour les chiffrements des fichiers sensibles, ça va dépendre bien sûr déjà de votre capacité à gérer vos mots de passe, puisque si vous faites du chiffrement de l'encryption, ensuite, prévoyez aussi, notamment VeraCrypt est assez sympa pour ça, prévoyez aussi un mot de passe que vous allez pouvoir enregistrer dans un espace de gestionnaire de mots de passe et de clés pour le chiffrement. Et VeraCrypt, moi, je le conseille pas mal parce qu'il permet le chiffrement et aussi la protection des clés de déchiffrement. Et donc ça, c'est vraiment un outil assez intéressant et facile d'accès aussi. Alors, justement, nous, on a une question de Anne qui demande au niveau des drives, du stockage, est-ce que OneDrive et Google Drive, c'est la même chose? Alors, oui et non, sur le principe, c'est la même chose, mais OneDrive est l'outil de Microsoft, tandis que Google Drive est l'outil de Google. Voilà pour la réponse à la question de Anne. Et Valério nous demande, qu'en est-il si Gmail ou Outlook demande de retenir un appareil pour la connexion? Est-ce que c'est sécurisé de demander cela? Alors, idéalement, si vous voulez activer la double authentification, il faut prendre un appareil à retenir. Maintenant, si vous avez, par exemple, moi, j'ai un appareil retenu qui est mon GSM du quotidien. Et quand je veux activer la double authentification, Gmail reconnaît à la fois le numéro email. Le numéro email, c'est le numéro unique qui appartient à mon GSM. Et là-dessus, il va envoyer du coup la notification de double authentification sur ce GSM-là et pas sur un autre. Parce que des fois, on a un compte familial et il y a plusieurs appareils. Donc, il faut donner l'appareil de préférence qui va permettre justement, notamment la double authentification ou les mesures de sécurité. C'est pour ça qu'il le demande. Alors, je vois Félix qui nous dit cloud sécurisé. Il y a aussi Proton, une société suisse très sécurisée, si vous n'avez pas confiance dans les GAFAM comme lui. On n'a d'ailleurs pas oublié Proton parce que en termes de messagerie, Proton Mail est aussi également très efficace. Oui, oui, oui. C'est vrai que si vous n'êtes pas confiant par rapport aux GAFA et c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours la meilleure pub en ce moment, c'est vrai que c'est des outils populaires et vraiment pensés pour être assez optimisés et assez faciles à prendre en main. Il y a justement Proton qui est assez bien en termes d'entreprise et ils ont pas mal de différents outils qui vont vous permettre notamment de sécuriser vos mails, sécuriser aussi du stockage et c'est chiffré de bout en bout. Donc, il y a aucune possibilité pendant le transfert d'informations qu'on vienne au milieu du transfert, contrecarrer et récolter l'information ou la lire. Donc ça aussi, c'est pas mal du tout et c'est vraiment un outil que moi, je trouve assez sympa et pas encore trop compliqué à mettre en place. Ici, il y a aussi des chiffrements des emails. C'est une option. Quand vous avez déjà quelque chose comme ProtonMail, c'est pas mal, c'est déjà suffisant. Maintenant, à vous de voir selon le type aussi de sensibilité et d'activité que vous avez. Vous allez faire du chiffrement d'email si c'est nécessaire, mais pas forcément. Ici, c'est pas comme la double authentification que je conseille avec le mot de passe sécurisé.
soit vous protégez vos emails et les communications, soit vous mettez du chiffrement de certains emails, mais vraiment pour ceux qui sont les plus importants, les plus sensibles, etc. La gestion du consentement, on en a parlé tout à l'heure, et ça, c'est vraiment un élément où beaucoup de gens se font piéger parce que soit ils l'ont reçu une fois, mais ils n'ont pas prévu la désinscription automatique qui est obligatoire. Et donc, Mailchimp est vraiment, vraiment, vraiment assez sympa, bien pensé pour ça. Ça a évolué déjà au fur et à mesure depuis les versions du début. Donc, il y a pas mal de choses vraiment pour assurer que vous avez une vraie gestion du consentement. Vous avez même un dashboard, enfin, donc un espace de gestion du consentement assez bien pensé. Donc, n'hésitez pas à aller sur Mailchimp et aussi aller sur les configurations des éléments de sécurité, les plugins qui sont liés aux politiques de confidentialité, au marketing, aux emailing. C'est un outil que je conseille fortement et qui est aussi très facile à mettre en place. Je rebondis sur la question, on parlait tout à l'heure de Valerio avec le fait de retenir l'appareil. Il dit, j'ai peut-être pas été précis dans ma question, il dit la double authentification est activée de mon côté, mais Oui. lorsque nous nous connectons, il demande de retenir l'appareil et donc si c'est le cas, plus besoin d'entrer le mot de passe? Non, pas forcément. Il faudra d'office rentrer le mot de passe. Quand il retient l'appareil, c'est-à-dire qu'il a une liste de nombre d'appareils qui sont censés se connecter et liés au compte et au compte Office. Ok. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas besoin du mot de passe. Non, non. Ok, ben voilà, ça facilite de temps en temps. Jean-François, tant qu'on est dans le partage d'outils, nous parle d'Infomaniac, K-Drive en Suisse, qui est également pas mal non plus. C'est vrai, si vous utilisez par exemple WeTransfer, il y a l'alternative suisse qui est Swiss Transfer Swiss également. transfert, oui, Fonctionne exact. très bien et vous pouvez envoyer de plus gros Beaucoup plus, fichiers. oui. C'est ça. Donc ben voilà, tant qu'on est dans le partage d'outils. Et donc ici maintenant, pour conclure, finalement, il nous reste un Voilà, quart d'heure, tu as un plan d'action en 5 étapes. Voilà, exactement. une to-do list claire, nette, précise. Je refais un résumé de ce qui a été dit. Vous avez les outils dont on a parlé, les bases légales, elles sont là. Vous avez un site qui a été mis à jour d'un point de vue confidentialité. Maintenant, étape numéro 1, pour assurer votre conformité de façon rapide. Commencez par votre registre en faisant un focus sur les activités qui vous permettent de collecter des données personnelles. Et qu'est-ce que vous en faites? Quel type de données? J'ai donné les catégorisations. Pourquoi et où? Ces 3 questions sont les plus importantes. Si vous les avez dans votre registre, vous avez déjà un registre qui est assez bien pensé. Et des fois, le registre, il faut le savoir, il ne faut pas que ça soit trop long, pas de longs détails. Il faut juste pouvoir identifier la catégorie des données, pouvoir donner des mots simples de type facturation, relation client, marketing, etc. On ne vous demande pas de faire des très longues phrases extrêmement compliquées. Et où sont-elles stockées? Dans les adresses, sur ma boîte mail, sur un fichier Excel. J'ai un outil de CRM, ce qu'on appelle le Client Relationship Management. J'ai un outil cloud, etc., etc., etc. Et là, vous avez déjà, avec les modèles de registre simplifiés, un registre qui est assez efficace pour la taille de votre entreprise. Ensuite, pensez à mettre à jour vos documents légaux. Donc, dans les politiques de confidentialité, je l'ai dit, je l'ai précisé, il faut une mention RGPD. Il ne faut pas votre adresse mail personnelle. Il faut une mention RGPD. Voici les droits que vous avez. Voici comment je vous permets, avec cet email de contact, de faire valoir vos droits. C'est très important. Cette clause doit être là. Et aussi dans les conditions générales de vente. Okay, donc, si vous faites du e-commerce ou vous faites du service en ligne, ces 2 éléments doivent se retrouver dans ces 2 documents légaux. C'est important parce que quand vous allez avoir un contrôle, par exemple, vous pouvez prouver que voilà, vous avez mis en place les choses. D'accord? Et alors, avant de vous détailler les 3 autres étapes du plan Ah d'action, oui, ben, on vous propose déjà la petite enquête de satisfaction hein, dans l'onglet sondage, vu que ce webinaire touche bientôt à sa fin, parce que c'est grâce à ces enquêtes de satisfaction que ben, on peut vous offrir ces webinaires, on l'espère, de qualité, qu'ils vous conviennent. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous donner votre avis. Vos feedbacks sont importants pour nous. Voilà pour la petite communication de service. yes. Je laisse Ornella avec la 3e étape du plan.
Troisième étape, vous avez établi le registre. Il est lié un peu à la première étape, mais vous avez établi le service, le registre. Et alors, dans ce registre, vous avez l'ensemble des autres éléments qui sont les durées de conservation, les éléments de sécurité que vous avez mis en place. Vous pouvez le faire si vous ne prenez pas un modèle comme on l'a mentionné, on l'a donné. Vous pouvez le faire sur un Excel sheet avec les différents éléments que j'ai mentionnés précédemment. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec le template qui est fourni de la CNIL ou bien de l'autorité de régulation, vous avez quand même la possibilité de reprendre les éléments mentionnés ici dans les slides et de faire vous-même votre Excel sheet, il sera accepté. Maintenant, idéalement, prenez les templates qui sont sur les sites web parce qu'ils sont pensés aussi pour vous faciliter la vie. La sécurisation de votre stockage et de vos communications, on l'a dit, on a mentionné les différents outils. Je conseille encore Bitwarden pour les mots de passe. Et ça doit être sur les éléments dont on a parlé. Donc, mot de passe et double authentification vont ensemble. Stockage sécurisé au niveau du cloud, idéalement chiffré, ou avoir un disque dur sécurisé externe. Éviter de donner accès à votre ordinateur professionnel à des membres de famille ou bien à des membres de votre équipe sans les sensibiliser aux éléments de sécurité, surtout si c'est des membres de votre équipe, si vous ne travaillez pas seul, vous travaillez à 2 ou 3. Et aussi, éviter de stocker des informations sensibles sans les crypter. L'encryption, c'est vraiment pour, on a dit, les données les plus sensibles, médicales, etc., etc. Et la dernière étape qui est très importante et qui est réglementée, c'est avoir une procédure simple en cas de fuite de données. Et je vous l'ai dit, il y a 3 étapes. Donc, 2 étapes qui précèdent la notification en elle-même des 72 heures. La première, c'est avoir une capacité à identifier d'où vient la faille de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai cliqué, j'ai été victime d'un phishing? Est-ce que ici c'est une erreur humaine, on a envoyé une liste d'informations à un mauvais client ou bien une personne qui n'était pas concernée? Est-ce qu'il y a une erreur humaine? Est-ce qu'il y a eu un vol d'informations de la part d'un membre d'équipe ou d'un partenaire, etc., etc. Toutes ces informations, tous ces éléments-là doivent être établis et mis dans le formulaire de notification avec potentiellement les personnes impactées. Si vous avez d'autres collaborateurs, essayez de mettre en place les 3 actions en cas de fuite de données que vous allez par exemple afficher dans votre bureau ou mettre à disposition pour sensibiliser votre équipe en leur disant, écoutez, voilà ce qui se passe si aujourd'hui on a un problème de sécurité informatique, si on se fait pirater. Voilà une procédure toute simple en une page où je peux exactement savoir ce que je dois faire si aujourd'hui on a un piratage. Je vous ai mis le site de l'autorité de régulation belge qui vous donne les différentes actions et les étapes avec notamment les formulaires à remplir en cas de fuite de données. Donc, n'oubliez pas d'aller sur ce site parce qu'en fait, là-dessus, vous allez vraiment retrouver l'ensemble des éléments qui sont importants pour l'autorité de régulation, de contrôle, pour vous assurer que vous êtes conforme en cas de situation d'incident. D'accord? Eh bien voilà, le webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup Ornella pour toutes ces explications et surtout les recommandations pratiques, hein, finalement. C'est de Oui, ça dont on a besoin, notamment d'autant plus quand on est indépendant, qu'on a déjà plein de travail. On préfère aller à l'essentiel et ne pas exact. trop chercher après l'info. D'ailleurs, cette info que vous avez sous les yeux vous sera envoyée ainsi que le replay incessamment sous peu par Sandra, hein, d'ici demain, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Sandra, généralement, c'est à peu près la tape. N'oubliez pas l'enquête de satisfaction qui se trouve et qui est ouverte. Et alors, je vais te demander, Ornella, de me passer 2 slides parce qu'on va faire un petit vrai ou faux juste après. J'attends encore que vous ayez que vous puissiez répondre à l'enquête de satisfaction. Ah, je vois que ça ne s'affiche pas chez toi. Il n'a pas encore été activé, le petit Non, partage d'écran. Je vais le faire dès lors. Je vais remplacer ton partage d'écran, ça va. Ornella, par Je le fais. mien, si tu me l'autorises. Donc, Oui, voici mon écran que je vous mets
en plein écran. J'imagine que vous le voyez bien. Je vais vous parler de BCyberSafe, qui est voilà, une plateforme d'information qui a été mise en place notamment par le SNI et qui vous permet plein de trucs et astuces, hein, que vous voyez. Vous avez un scan gratuit qui vous permet déjà de faire un petit audit finalement de votre site. Mais également, surtout si vous allez dans la partie conseil gratuit, vous avez la possibilité de vous inscrire à une session qui vous permettra justement, avec un expert en cybersécurité, de faire vraiment le point. C'est gratuit. Sachez qu'une session comme ça en cybersécurité, Ornella sait de quoi je parle, ça coûte quand même un peu cher, hein. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de le faire gratuitement. Donc inscrivez-vous, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et alors, inscrivez-vous également aussi au Digital Days du côté de Mons le 17 mars. Et les Digital Days, vous en avez peut-être déjà l'habitude, vous avez peut-être déjà assisté au Digital Days. C'est quoi? C'est une journée de conférences, d'ateliers, mais également de speed coaching individuel. Donc vous pouvez venir tout simplement avec votre projet, votre commerce et dire, voilà, en cybersécurité, en digital marketing, en plein de domaines, vous avez besoin de conseils, des experts sont là pour vous aider. Donc c'est vraiment top. Si vous avez la possibilité de vous rendre du côté de Mons le 17 mars, n'hésitez surtout pas. Et puis, vous voyez encore l'agenda Digital Commerce avec le prochain webinaire, créer des campagnes Facebook et Instagram. Ce sera le 10 mars, donc dans un petit mois. Toutes les informations, toutes les formations, hein, informations et formations, se retrouvent sur le site du SNI. Donc, n'hésitez vraiment pas à y faire un tour. Vous retrouverez également tout ce qui est les replays des webinaires. Voilà, mine d'or d'informations. Donc, n'hésitez pas. Et trop bien les Digital Days, nous dit Anne. N'hésitez pas si vous en avez la possibilité. Vraiment, c'est l'occasion de faire le point en face-to-face, hein, et de ne pas être comme cela par écran interposé. Je mets fin au sondage, hein, je vois que vous y avez répondu. On va faire un dernier petit vrai ou faux, si vous le voulez bien, voir en guise de... C'est l'heure du contrôle, j'avais baptisé cette slide. On vous met un petit vrai ou faux, à savoir le RGPD ne concerne que les grandes entreprises. Vrai ou faux? Un client peut exiger la suppression de ses données à tout moment. Vrai ou faux? Il est obligatoire d'obtenir un consentement explicite pour envoyer une newsletter. Vrai ou faux? Si je stocke mes données dans un fichier Excel sur mon ordinateur, je suis conforme au RGPD, vrai ou faux? Et en cas de fuite de données, j'ai 72 heures pour notifier l'autorité compétente, vrai ou faux? C'est l'heure voilà, du petit contrôle de fin de session. En tout cas, je vais voir un petit tour dans l'onglet chat pendant que vous répondez. Beaucoup d'informations ont été données. Merci beaucoup à Ornella. Merci pour les informations, les partages de liens. Très utile maintenant, voilà, il faut digérer et suivre la to-do list, nous dit Maude. Et tu as énormément de remerciements. Excellent webinaire, comme d'habitude, nous dit Félix. Merci Félix, qui est aussi, il fait partie des habitués, hein. On voit souvent des noms qui reviennent, qui sont actifs. Donc ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes là et que vous revenez. On aime bien ça. Vos webinaires sont top, nous dit Nathalie. Merci beaucoup. C'est le but, en tout cas, que vous puissiez repartir avec voilà, plein d'informations et surtout de choses concrètes à pouvoir mettre en pratique. Et donc, je vais mettre fin au sondage du vrai ou faux et on va analyser les réponses ensemble. On est là, le RGPD ne concerne que les grandes entreprises. On l'a compris, hein, c'est faux, hein. N'importe quel indépendant ici, tant qu'il est sur le sol européen, doit s'y conformer. Un client peut exiger la suppression de ses données à tout moment. C'est vrai, 96% nous le disent. Alors, c'est vrai que, on l'a dit, hein, dans le domaine médical, parfois, c'est des domaines où, là, non, on ne peut pas exiger sa suppression de données, mais voilà, c'est un peu le petit piège, on va dire, de mon Oui. il est obligatoire d'obtenir un consentement explicite pour envoyer une newsletter, et ça c'est beau parce qu'à 100% vous nous avez dit que c'était vrai. Super. Si je stocke mes données dans un fichier Excel sur mon ordinateur, je suis conforme au RGPD. Et bien là on a pile 50-50 de vrai ou de faux. On est là, j'imagine qu'il faut quand même le sécuriser ce fichier Excel. Exactement. Donc voilà, comme on l'a dit, cryptez vos fichiers, mettez des gestionnaires de mots de passe. Enfin, voilà, il faut vraiment pouvoir montrer patte blanche, c'est l'idée
de tout ce RGPD. Et enfin, en cas de fuite de données, j'ai 72 heures pour notifier l'autorité compétente. C'est vrai, effectivement, à 88%. Ce qu'on avait dit tout à l'heure en termes de timing, c'était que vous aviez un mois pour répondre à quelqu'un qui vous demandait un peu des comptes, hein, finalement. Mais donc voilà, pour la grande majorité d'entre vous, l'examen s'avère réussi. Et donc, bah, sur cette bonne nouvelle, et puisqu'il n'y a plus de questions, bah, je vais déjà remercier le public, Frédéric et Sandra qui se trouvaient dans le chat pour nous aider. Et puis surtout, bah, Ornella, merci beaucoup Merci d'avoir à toi, Adrien. compétence au service du public. Et bah, à bientôt pour un prochain webinaire, j'espère. Oui, oui, à très vite en tout cas. À bientôt. Bah, c'est tout Bonne dit. soirée à tous. Une belle soirée. Au revoir.